Alors, bonjour tout le monde, merci d'être présente à cette deuxième séance de la saison d'automne de l'OCQ. Pour ceux et celles qui ne me connaissent peut-être pas, je m'appelle Alice Michel-Lapointe et je suis chargée de cours et doctorante au département d'Histoire de l'art et d'études cinématographiques. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi Bruno Dequesne, donc rédacteur en chef de la revue 24 Images. On est très content que tu sois là avec nous, Bruno. Et je pense que c'est la première fois que tu viens à l'OCQ, à l'Université de Montréal, n'est-ce pas? À l'Université de Montréal, je pense que je suis venu à peu près 2 fois dans ma vie. Oui, mais dans le cas de l'OCQ, la première fois. C'est la première fois, Ouais. c'est ça. On est très contente de t'avoir. Et donc, Bruno, quelques mots pour te présenter un petit peu mieux. Alors, tu es rédacteur en chef de la revue 24 Images depuis 2015, mais tu as aussi porté d'autres chapeaux. Alors, tu as longtemps travaillé au RIDM de 2011 à 2021 à titre de programmateur, puis à titre de directeur artistique depuis, à partir de 2015, jusqu'en 2021 aussi. Mais donc, tu as enseigné le cinéma, toi aussi, j'allais dire, et donc tu as travaillé comme producteur associé sur des séries documentaires. Donc, tu connais très bien le milieu de la production, milieu des festivals, milieu de la critique, et voilà, ça fait beaucoup de chapeaux. Et j'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui t'a, on commence toujours par un peu un parcours, qu'est-ce qui t'a mené vers le monde du cinéma? Donc, comment et où et pourquoi débute cette histoire pour toi? C'est une série d'accidents, plus ou moins volontaires. Je pense que le cinéma, ça a commencé, comme tout le monde, ça a commencé par une passion quand j'étais très jeune. Une passion qui, je crois, était davantage reliée, et ça c'est quelque chose que, à notre époque, on comprend un peu moins, qui était davantage relié au manque de cinéma qu'au cinéma en tant que tel, dans le sens où moi j'ai grandi dans les années 80, dans des toutes petites villes où il y avait très peu d'accès au cinéma et aux films, donc j'avais pas beaucoup de films à regarder, ce qui fait que très très jeune, moi ce que je faisais, c'est que je collectionnais les affiches de films. Et je m'imaginais les films à partir des affiches. Et donc j'avais beaucoup d'espoir envers le cinéma et j'essayais toujours de... C'était un peu un cinéma imaginaire en quelque sorte. J'ai été comme ça longtemps, mais j'étais pas dans un milieu ni culturel, loin de là, ni relié au cinéma ou quoi que ce soit, ce qui fait qu'après, j'ai eu d'autres vies qui ont absolument aucun rapport avec le cinéma, et à l'âge de 22 ans, j'ai décidé de commencer. Alors moi, je suis très tardif, contrairement à plein de gens, j'ai commencé réellement les études de cinéma à 22 ans, en arrivant au Québec. Et par la suite, ces études se sont prolongées très trop longtemps, jusqu'à peu près justement 2008. Et c'était des études, c'est pour ça que je connais pas bien l'UDM. Moi, j'ai étudié à l'Université Concordia. Et à l'Université Concordia, j'étais en Film Studies. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment pris de passion davantage pour la théorie, en fait. Et la critique, j'y suis venu vraiment par hasard, parce qu'il n'y a pas de cours de critique à l'Université Concordia, contrairement à l'Université de Montréal. Et tout est venu un peu par hasard, tout est venu via le milieu des festivals, en fait. Où j'avais un ancien ami de Concordia qui travaillait au Festival du Nouveau Cinéma. Le Festival du Nouveau Cinéma, en 2007, avait besoin de quelqu'un pour gérer toutes les copies de films. Donc en fait, j'ai fait beaucoup de choses dans les festivals qui ne sont pas nécessairement directement reliées à la programmation. Donc je suis rentré dans ce festival en 2007 pour gérer, et à l'époque les copies de films c'était du 35 mm, là, c'était pas des disques durs et des petits fichiers. Donc j'ai fait ça, faire ça, ça m'a motivé à enfin terminer rapidement ma maîtrise, parce que je me suis dit, bon, là, finalement, il faut que j'arrête de procrastiner, je vais terminer ma maîtrise parce que je ne suis pas capable de faire à la fois la gestion des films dans un festival et une maîtrise. Donc j'ai terminé rapidement la maîtrise. Après, je me suis retrouvé, encore une fois, par des séries de rencontres ou autres. J'ai à un moment très brièvement été aux communications du Festival du Nouveau Cinéma, par la suite. Donc encore plus de chapeaux que je pensais. Ce qui n'était pas du tout un bon fit. Donc ça, j'ai fait ça 1 an également. Et au Festival du Nouveau Cinéma, là j'ai rencontré Philippe Gajan, qui est encore co-directeur de la revue 24 Images, qui lui m'a dit « Pourquoi t'écris pas ?» Moi je lui ai dit « Pourquoi j'écrirais ?» Bon peut-être que tu pourrais écrire. Et donc là il m'a mentionné 24 Images, etc. Et c'est vraiment comme ça que ça a démarré. C'était pas, c'est vraiment une série de rencontres en fait, en quelque sorte. Donc j'ai commencé à écrire à peu près à la même période finalement pour 24 Images, donc à peu près en 2008. J'avais absolument jamais publié de ma vie.
J'avais même jamais essayé de publier C'est d'ailleurs. vrai, c'est ça, tu n'avais pas une pratique littéraire autre ou tu t'es juste lancé. Est-ce que tu te souviens de la première critique que tu as écrite? C'était pas pour le cinéma en fait, c'était à l'époque où ils préparaient un numéro sur les séries télé. Et il n'y avait pas grand monde à 24 images qui s'y connaissait tant que ça sur les séries télé. Et j'avais écrit, si je me rappelle bien, ça doit être mon premier texte. C'était un texte sur les rapports de l'imaginaire américain qui étaient véhiculés par les grandes séries de l'époque, Deadwood, Les Sopranos et je sais plus quel autre. En tout cas, quelque chose comme ça. Mais ça devait être compliqué parce que tu n'avais pas justement de modèle sur lesquels te baser nécessairement. Encore aujourd'hui, la critique télé est beaucoup moins. On a la difficulté à trouver des gens à faire de la critique télé versus la critique de cinéma. Donc, tu es allé au feeling, tu t'es inspiré par quelque chose ou tu es allé par épisode. Non, j'ai toujours conçu la critique. Je pense que ce qui est bien avec la critique, c'est qu'il n'y a pas tant besoin d'avoir de modèle, j'ai l'impression. C'est une drôle de bibite, le métier de critique, parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de modèle critique qui puisse être appliqué sur tout et n'importe quoi, en tout cas pas pour le type de critique qu'on pratique. On pourra revenir là-dessus parce qu'il y a vraiment différents types de critiques, mais la critique de fond, comme elle est pratiquée dans certaines revues culturelles ou au sein de 24 images, il y a, à chaque fois, chaque œuvre appelle un texte différent, en quelque sorte. Ce qui fait que je pense que ça m'a pas posé, je ne me suis pas posé tant de questions que ça. Le seul truc, par contre, c'est que si je me relisais maintenant, probablement que je trouverais ça beaucoup trop académique, parce que le travail critique est à la fois en parallèle, mais très différent, je pense, de l'écriture académique et du point de vue académique. Donc ça, probablement que ça me marquerait actuellement. Là, je me dirais, oh là là là, tu es encore dans tes concepts, et puis finalement, tu utilisais davantage les séries à des fins de théorisation plutôt que l'inverse, ce qui est le travail critique, selon moi, c'est l'inverse. Donc, ouais, je préférerais pas me relire, mais de toute façon, je me relis jamais. C'est vrai, même aujourd'hui? Ah oui, oui, encore aujourd'hui. C'est très, 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 très rare. Non, je comprends. Mais aussi, 24 images. Donc, tu y arrives en 2015. Donc, tu as commencé à écrire... Non, j'y arrive en 2008. 2008, c'est ça. Donc, tu as écrit dans la revue et Marie-Claude Loisel, à l'époque, était donc rédactrice en chef et elle décide de partir et de te laisser donc la rédaction en chef. Comment s'est passée aussi cette passation-là, donc cette transmission où là, tu avais beaucoup écrit dans la revue et donc tu as pris tous les chapeaux, le plus gros chapeau parce que rédaction en chef, c'est de déléguer, de trouver comment organiser la revue, comment ça s'est passé un peu? Il n'y a pas eu de passation. Du tout? Non, 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 Okay. Absolument pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'à 24 images, progressivement, j'étais impliqué dans beaucoup de pans de 24 images qui n'avaient pas nécessairement directement rapport avec l'écriture. Donc à partir de 2008, je m'impliquais dans la revue à différents niveaux. Donc par exemple, à l'époque, la revue était scindée en deux pans très clairs. Il y avait le site internet qui était intégralement géré par Hélène Faradji et la revue papier dont la rédactrice en chef était Marie-Claude Loisel. Les deux étaient des entités complètement séparées. Donc Hélène faisait les choses de son côté, Marie-Claude faisait les choses de son côté, ce qui expliquait que parfois, par exemple, on pouvait avoir un texte commandé par Hélène sur le site et Marie-Claude commandait un autre texte à une autre personne pour la revue papier, ce genre de choses. Donc il n'y avait pas d'unité au sein de 24 images. Et ceux qui étaient à 24 images depuis longtemps, donc moi quand j'ai intégré 24 images, c'est une équipe qui était là depuis très longtemps. C'est Marie-Claude Loisel était à la revue depuis à peu près, on va dire, le fin des années 80, oui. Quelque chose comme ça, qui est à peu près la période où étaient arrivés une bonne partie des autres collaborateurs. Donc on parle de Gérard Grugeot, André Roy, des gens comme ça qui étaient tous là depuis quasiment 30 ans. C'était un groupe très soudé. Il y avait, quand je suis arrivé en 2008, ça faisait une éternité. Mis à part Hélène, il y avait très très peu de nouvelles personnes qui étaient intégrées à la revue. Aussi parce que c'est une revue qui n'a jamais fait d'appel de texte. Non, c'est donc, ça veut dire que les mêmes collaborateurs écrivaient un nombre très grand de textes par numéro à ce moment-là. Exactement. Okay. Mais il y avait des gens très productifs, comme à l'époque, quelqu'un comme Marcel Jean, c'est quelqu'un qui peut être très productif. Et puis Marcel Jean, à l'époque, n'était pas directeur de la Cinémathèque, il n'avait pas les mêmes types de chapeaux, donc il écrivait pas mal, par exemple. Et donc il y avait ce groupe-là qui était très soudé. Moi, j'étais le petit nouveau, ça m'a pris longtemps avant d'intégrer le comité de rédaction, d'ailleurs, parce que la question ne se posait même pas. En fait, il n'y avait pas de protocole qui était mis en place. Donc, on pouvait écrire des années et des années et des années à 24 images sans même jamais avoir accès à la moindre rencontre de comité de rédaction ou quoi que ce soit. Là, c'était... Et là où j'ai commencé à être intégré un petit peu plus, c'est pareil, c'est des hasards. C'est qu'au départ, ce qu'on faisait, et on le fait encore d'ailleurs, beaucoup de gens qui commencent à écrivent davantage pour le site que pour la revue.
papier pour des raisons qui sont souvent logistiques. De un, si un texte ne fonctionne pas sur le site internet, c'est pas la fin du monde. Si on est bloqué avec une revue papier, là ça devient un peu plus compliqué, mais bref, il y a toujours eu cette idée que commencer à écrire pour 24 images, c'est plus facile de le faire via le site. Donc c'était beaucoup ça à l'époque. Donc moi j'écrivais beaucoup pour le site, à une époque où c'était payé vraiment des peanuts. Et quand Hélène était en congé, c'est moi qui faisais la rédaction en chef du site. Donc déjà j'avais commencé à prendre un petit peu plus de responsabilité épisodique. Donc quand elle n'était pas là elle avait pris par exemple un congé maternité, donc à un moment donné pendant presque 9 mois, j'avais pris en charge le site internet. Donc il y avait ça. Après, les projets spéciaux qui se développaient, souvent c'était à travers justement une collaboration entre Philippe et moi. Donc là, par exemple, je travaillais aussi bénévolement pour développer telle refonte du site internet, pour développer, à l'époque, on avait développé une application iPad qui n'a pas très bien fonctionné malheureusement. Je ne me souviens pas de cette application. Ah, non, personne n'a utilisé cette application iPad, on a fini par l'abandonner malheureusement, mais il y avait cette idée de, bon, qu'est-ce qu'on peut trouver comme nouvelle plateforme, ce genre de choses. Et tous ces projets-là, j'étais tout le temps impliqué dans ces projets-là, ce qui fait qu'après, quand Marie-Claude a décidé de quitter, il n'y a pas eu de transfert du bâton, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Il y a tout simplement eu une offre d'emploi qui a été affichée de rédaction en chef de 24 images, à laquelle plusieurs personnes avaient appliqué, et puis bon, finalement le comité de rédaction puis le conseil d'administration ont décidé de donner le mandat, mais il n'y a pas eu de... Et donc c'est ça, tu as fait vraiment une refonte un peu à l'heure complète, donc le protocole, c'est toi et Philippe qui l'ont mis en place. Ce que j'ai fait à l'époque, c'est que, effectivement, moi, j'ai jamais collaboré avec d'autres revues ou quoi que ce soit, donc j'improvise un peu au fur et à mesure. Mais tu les connais un peu quand même. Les autres revues? Non, je parle le fonctionnement, ouais, c'est ça, le fonctionnement même d'autres revues. Ce qui fait que ce qu'on a changé quand je suis arrivé comme rédacteur en chef, il y avait plusieurs choses. C'est que Marie-Claude, elle, faisait, depuis des années, elle ne faisait que 24 images. C'était 100% presque de son temps, c'était 24 images, sachant qu'à l'époque, elle ne gérait que la revue papier. Donc là, quand je suis entré en poste, le mandat, c'était la revue papier, le site internet, le balado, et en plus, c'était temps partiel, et en plus, je devenais simultanément directeur artistique d'Eridem. Donc ça commençait à faire beaucoup, ce qui fait que je me suis dit, à moins de faire un burn-out, je vais avoir besoin d'aide. Donc là, j'ai créé le poste qui n'existait pas, qui est le poste de secrétaire de rédaction. Il n'y avait pas de secrétaire de rédaction à 24 images. Et c'est pour ça que créer ce poste-là, ça m'a permis de m'appuyer pendant des années sur Gérard Grugeot, qui lui était à la revue depuis très longtemps, qui connaissait les différents protocoles, qui avait déjà fait du travail de révision de texte, ce genre de choses. Donc ce poste-là a été créé à ce moment-là, le poste de secrétaire de rédaction. Ouais, avec toute l'expertise de Gérard, donc il pouvait t'aider aussi à comprendre mieux l'historique de la revue, s'il était là depuis justement... Ça jouait pas tant là-dessus en fait, c'était vraiment plus sur le côté justement révision de texte en fait, d'avoir vraiment un bras droit pour cet aspect-là, c'était surtout ça. La révision de texte, parce que secrétaire de rédaction, chez nous, en tout cas à 24 images, c'est révision de texte et le page à page du numéro en collaboration avec le graphiste. Donc ça, c'est sûr que ça m'enlevait vraiment beaucoup de poids, parce que le page à page était fait à l'époque par Marie-Claude, justement. Ouais. Il n'y avait pas de secrétaire de rédaction, c'est vraiment elle qui avait la main mise là-dessus. Et moi, je me suis dit que ce serait une bonne idée de déléguer à ce niveau-là. Au niveau de l'histoire de la revue, on n'en a jamais parlé tant que ça, parce qu'en fait, je pense que l'objectif, c'était justement d'avoir une revue qui évolue en fonction des personnes qui sont en charge. Oui, c'est ça, je me demandais si comme la continuité ou la longévité d'un certain esprit de la revue avait été important pour toi quand tu l'avais repris, si il fallait pas suivre des règles, mais comme dans d'autres revues, des fois, tu sais que ce soit Liberté ou Spirale, ils ont leur ligne éditoriale, donc est-ce qu'on t'a mis au courant de ça, ou juste tu l'as compris, ou t'as réussi à la faire changer un petit peu, ou comment t'as joué un petit peu avec l'image de 24 images pour la mettre aussi à quelque chose avec quoi, comment dire, l'image que tu voulais qu'elle soit aussi? La revue, je ne sais pas si tout le monde la connaît bien ici, mais la structure n'a pas changé tant que ça. Donc, je veux dire, quand j'ai repris la revue, je me suis dit, bon, c'est une revue qui, contrairement aux autres revues de cinéma au Québec, Séquence et Cinébule, ce qui distingue 24 images, c'est la taille des dossiers. Chaque numéro, c'est un gros dossier et la couverture va porter justement sur ce dossier-là. Ça, on n'a pas changé ça.
ce qu'on a modifié un peu, donc il y a les dossiers, il y a les textes libres qu'on appelle chemin de traverse, et puis après, à un moment donné, on avait abandonné le cahier critique, maintenant on a réintégré le cahier critique, mais grosso modo, ça reste la même chose en fait. Ce qui a changé, c'est que la personnalité de Marie-Claude, qui était une personnalité Marie-Claude est très exigeante sur le type de cinéma qu'elle veut défendre, et très spécifique en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a fait énormément évoluer, parce que l'approche de Marie-Claude est davantage essayistique, philosophique, et axée sur donc si le cinéma c'est ça, ce qui intéresse Marie-Claude dans le cinéma c'est ça. Le parti pris de départ, c'était d'avoir une approche plus ouverte, qui était davantage représentative en fait de la diversité du cinéma, et pas de mes goûts à moi en cinéma personnellement. Donc ça, c'est un geste conscient, donc intégrer beaucoup plus de cinéma de genre, faire en sorte que les dossiers soient aussi davantage ancrés sur un lien entre l'histoire et le contemporain, alors qu'à un moment donné, on était vraiment presque plus dans le contemporain, presque uniquement dans le contemporain, à une certaine période. Donc ça, c'est vraiment des choses, avoir une approche qui est plus, entre guillemets, pédagogique, même si 24 images demeure probablement une revue qui nécessite au moins un minimum de connaissances du cinéma pour... C'est ça que j'allais te demander, si tu trouvais qu'aujourd'hui, elle était un petit peu quand même dirigée vers les plus cinéphiles, ou si c'était comme une espèce de ligne médiane entre connaître suffisamment de cinéma, mais pour ceux qui veulent en savoir quand même un peu plus, c'est sur des cinématographies ou des filmographies un tout petit peu plus nichées, mais sans que ça soit non plus complètement hors d'atteinte ou trop niché non plus. Tu sais. Comment tu la qualifierais aujourd'hui, tu sais? Comme une revue qui tente de proposer des textes originaux, mais qui sont abordables pour tout le monde. Ça, c'est vraiment la façon dont je le conçois. Donc j'essaie vraiment d'éviter le côté niché. Je suis très conscient du côté niché. Je pense que c'est un des gros enjeux de la critique de cinéma actuellement, justement, c'est la niche. Et donc ça, j'essaie de l'éviter. Et je pense que n'importe qui ouvre la revue peut, si possible, lire n'importe lequel de ces textes sans se sentir complètement exclu. Après, forcément, dans un dossier, il y a des textes qui vont nous rejoindre plus que d'autres, il y a des sujets de dossier qui vont nous rejoindre plus que d'autres, mais après, on n'est pas une revue d'introduction au cinéma, ça c'est certain. Ouais. Contrairement à d'autres revues. Donc ça, c'est quelque chose qui est conscient. Un exemple de ça, c'est dans chaque numéro, disons qu'on a un dossier sur la science-fiction, on en a fait un il n'y a pas si longtemps que ça, notre point de départ va être toujours le même, c'est si on parle de films, on va essayer, si possible, d'éviter les films dont on a déjà parlé 1 million de fois, les films qui ont déjà été évoqués, sauf si vraiment on a un angle un peu plus spécifique. Donc si on fait un index de films, que ce soit science-fiction, on va dire « Ah, bah dans cet index, il n'y aura pas 2001 l'Odyssée de l'espace ». C'est déjà le point de départ. On n'a pas d'intérêt à mettre 2001 l'Odyssée de l'espace, on n'a rien de plus à dire sur 2001 l'Odyssée de l'espace, et on est à l'ère de l'Internet, donc si vous ne connaissez pas 2001 l'Odyssée de l'espace, vous avez juste à faire Google, puis vous allez trouver un résumé, puis 1 milliard de critiques de ce film-là. Donc c'est pas tant notre mandat. Si on incorpore 2001 l'Odyssée de l'espace, ça va être dans le cadre d'un texte qui va probablement le relier à d'autres films, et faire en sorte que... Une relecture thématique pour un sujet, un pan non éclairé relié au film. Exact. Parce que c'est ça, on en avait déjà parlé dans le cours un petit peu, mais c'est ça, c'est la difficulté de réécrire sur des films qui sont canoniques et de pas trouver un nouvel angle, ou de, au contraire, forcer la note et de vraiment le détruire pour le détruire. Il faut avoir du bagou pour faire ça. Donc, ouais. C'est logique de ne pas trop vouloir le faire. Et c'est comme, quand même, tu dirais, dans un esprit de défrichage, quand même aussi, de toujours faire connaître des nouveaux cinéastes, des nouvelles tendances. C'est compliqué quand même, ça, on l'avait vu déjà un petit peu, mais de baliser le chemin pour trouver des nouvelles tendances dans le cinéma contemporain, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air quand même. Trouver des nouvelles tendances, c'est très difficile, mais c'est pas tant... Là, il y a le... C'est pas nécessairement le but en soi. Je pense que trouver des nouvelles tendances, souvent, c'est plus le travail de programmation, là, pour le coup. Je pense qu'il y a... Quand on parlait du fait que j'avais fait de la programmation, puis il y a des liens entre faire de la programmation puis être critique de cinéma. Il y a des similarités, mais il y a aussi des grosses différences. Quand on fait de la programmation, ceux qui défrichent ou qui découvrent, théoriquement, c'est les programmateurs et programmatrices. Après, le travail de critique est plus là pour prendre le relais
de ça, approfondir certains aspects ou des choses comme ça. Le cinéma contemporain, c'est quasiment impossible de le prendre dans son ensemble parce qu'il y a trop d'œuvres qui sont produites tout simplement chaque année. Donc ça, c'est sûr que c'est un peu impossible. Mais c'est quand même important, je crois, et d'avoir une vue d'ensemble au moins. On ne peut pas tout voir, mais au moins de savoir un peu ce qui se passe. C'est quelque chose c'est peut-être un des plus gros défis de la critique actuellement, c'est d'avoir ce recul par rapport à la production que peu d'entre nous ont en fait. Faute de temps. Pas assez de temps pour regarder tout ce qui se fait, pas assez de temps pour voir tous les films, trop de temps passé à voir des vieux films par rapport à ça arrive de plus en plus souvent. Le nombre de personnes qui regardent beaucoup plus de vieux films que de films contemporains, déjà en partant. Et donc, au sein de la revue, par contre, l'avantage qu'on avait, c'est qu'il y avait cette expertise. On était plusieurs à être critiques et programmateurs. Ouais. Donc ça a toujours donné un angle intéressant. Et rétrospectivement, je pense même que parfois on est allé un peu trop loin dans l'angle défricheur, parce que le truc, c'est d'arriver à trouver le juste milieu. À partir du moment où on n'est plus que dans l'angle défricheur, on n'a plus de porte d'entrée pour quelqu'un qui n'est pas cinéphile vraiment hardcore et qui... Ça demande du temps d'aller trouver aussi, si c'est que par soi-même, sans justement lien avec les programmateurs ou avec quelqu'un qui connaît la programmation, d'aller toi-même trouver le petit finisher. C'est une entreprise qui prend énormément de temps. Ça prend du temps, mais je pense que surtout pour que ça ait de la signification, quand on pense au lectorat, penser au lectorat, c'est un peu comme penser aux étudiants quand on enseigne. C'est beaucoup plus facile de convaincre des étudiants, des étudiantes de regarder un film qu'ils ne connaissent pas en faisant appel à quelque chose qu'ils connaissent, dans le modèle de « Ah tiens, vous connaissez telle et telle chose et un nouvel auteur, une nouvelle autrice vient d'apparaître, elle a des similarités avec un tel ou une telle. » Quand il y a un référent, en fait, tout simplement. D'où cette balance entre les deux. C'est la même chose si on faisait un numéro de cinéma d'horreur qui ne parlait que du cinéma d'horreur complètement obscur, indépendant, tchèque, qui a été fait entre 1965 et 1967. On ne vendrait pas beaucoup de numéros. Je pense que ce serait un petit peu compliqué. Ouais, Après, un article au sein d'un numéro d'horreur sur ce pan que je viens d'inventer pourrait avoir un intérêt. Parce que là, c'est dans quelque chose de plus large et ça peut être vraiment très très pertinent. C'est un peu la même chose avec justement quand on fait les portraits de cinéastes. C'est plus intéressant de faire un portrait de cinéaste que les gens connaissent peut-être pas dans un contexte un petit peu plus large que d'essayer de convaincre du monde de lire totalement hors contexte un texte de 3000 mots sur un nom et un prénom dont ils n'ont jamais entendu parler. Et dont ils n'ont vu aucun film. Donc je pense qu'il faut vraiment arriver à trouver cette balance, elle n'est pas évidente. C'est clair, parce que est-ce qu'en tant que rédacteur en chef, tu trouves ça difficile des fois d'avoir une vue d'ensemble ou une connaissance de qui lit la revue finalement maintenant? C'est qui le public de... Parce que c'est ça, on se dit, ok, cinéphile mais pas trop, quand même connaissant mais pas trop, mais cette ligne-là, est-ce que des fois tu as des retours? Est-ce que comme justement le contact avec les gens? Parce que c'est sûr que les revues sont abonnées à... C'est des institutions aussi qui sont beaucoup abonnées aux revues, les bibliothèques, mais les abonnés en tant que tels, est-ce qu'on les imagine ou est-ce que vraiment on a des retours? Sur le site, des fois, il y a des retours aussi de gens... 24 images élues, mais par qui des fois, je me demande aussi? Oui, je me pose la question. Ouais. Je pense qu'on n'a pas souvent de... Quelquefois, on a des retours, mais on n'a pas souvent de retours. Mais je pense qu'on n'a pas souvent de retours parce que le type de texte qu'on écrit n'appelle pas tant de retours que ça. C'est pas nécessairement des débats non plus qu'on entretient. Déjà, on n'est pas vraiment dans le clickbait. Ouais. Donc, à une époque où, si par exemple, on avait... tu mentionnais tantôt l'exemple d'un de nos collègues, Alexandre Fontaine-Rousseau, qui avait écrit un texte très virulent contre le dernier film de Denis Arcand à l'époque. Ça avait suscité vraiment beaucoup plus de réactions. Mais c'est pas le type de texte qu'on produit si souvent que ça. C'est-à-dire, la plupart du temps, on cherche à produire des textes qui sont mesurés, réfléchis, qui justement ne font pas dans la provocation facile. C'était pas le cas du texte d'Alexandre, mais le texte d'Alexandre avait un côté très satirique qui était venu chercher la corde sensible d'un pan du lectorat et des cinéphiles québécoises. Mais
souvent, c'est pas ça qu'on fait, en fait. Donc, j'imagine que si on avait écrit, par exemple, un texte sur, là, qu'est-ce qui vient de sortir, Falcon Lake, et que on écrivait un texte qui était titré Falcon Lake, immonde et inutile. Bon, pour des raisons tout à fait superficielles, on aurait beaucoup plus de réactions et on aurait des gens qui, pour des bonnes et des mauvaises raisons, réagiraient. Mais je pense que la plupart du temps, effectivement, on fait pas ce type de texte. Donc, oui, je pense que les gens lisent, mais les gens ne se sentent pas le besoin de répondre ou de réagir. Mais justement, est-ce que, tu disais critique mesurée, critique réfléchie, est-ce qu'à tes yeux, c'est une grande et large question, mais est-ce qu'il y a une bonne manière de faire de la critique et une mauvaise? Parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais film a priori non plus, je veux dire, tout est une histoire de jugement après, il y en a qui sont mal faits, peu importe. Mais est-ce que, toi, par exemple, des nouvelles recrues arrivent, est-ce que tu les guides sur comment faire une critique ou pas du tout? Tu attends de voir comment ils écrivent et après tu peux leur dire analyse un petit peu ceci. Est-ce qu'il y a une manière pour toi qui t'a encouragé dans la manière de faire la critique? Alors je vais prendre le point, un des éléments que tu mentionnais. Donc s'il y a des personnes qui commencent à écrire, souvent je donne des indications, mais elles sont relativement minimales. Les indications que je vais donner, il y a le côté très pratico-pratique, donc combien on demande de mots, ce genre de choses. Et souvent je vais préciser des toutes petites choses qui vont être le fait que j'aime pas l'abondance d'adjectifs ou d'écriture qui est strictement évaluative. J'aime bien, j'aime pas, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie très très peu. Donc faut qu'on le démontre dans le texte. C'est arrivé récemment justement sur un texte où je supprimais méthodiquement en disant bon bah voilà, quelque chose comme acteur sensible, interprétation remarquable, mise en scène songée, ça représente rien pour moi. C'est quelque chose qui est beaucoup plus du domaine de la critique pas grand public, mais de la critique généraliste en fait. Donc ça, c'est souvent je donne très peu d'indications et après je le fais via les textes que je reçois. Puis je regarde un peu comment ça se passe parce que il y en a qui ont besoin de très peu d'indications, il y en a qui ont besoin de beaucoup plus d'indications. Après, ceci étant dit, effectivement, ce qu'on va privilégier la plupart du temps, c'est des textes de réflexion. Et puis, est-ce qu'il y a de la bonne et de la mauvaise critique? Ce qui est compliqué en français, je pense que c'est qu'il y a... C'est très étrange, il y a toujours cette distinction, j'imagine vous en parlez en cours. Les anglophones font quand même la distinction entre review et criticism. On n'est pas arrivé là, mais c'est vrai qu'il y a cette distinction-là. Cette distinction, elle est assez importante. Et elle n'existe pas en français, alors que pourtant, la réalité existe. Donc, le review, c'est vraiment à vertu strictement prescripteur. C'est ce qu'on va lire dans la presse, c'est ce que va faire Mediafilm, et en anglais, bon, chez les anglophones, ça va être certaines critiques type ce qu'ils appellent les trade papers, donc les Variety, Hollywood Reporter, ce genre de choses. C'est extrêmement formaté et théorique, dans mon sens à moi, c'est pas de la critique en fait. Il faudrait trouver un autre terme. C'est je sais pas comment on peut appeler ça là, mais il faudrait inventer un terme. En tout cas, est bien là, oui. Il faudrait inventer un terme parce que c'est pas du tout de la critique, c'est même le contraire même de la critique. Ça a aucune créativité. Enfin, je sais pas si quelqu'un a déjà essayé, par exemple, considérer que Mediafilm fait de la critique est déjà un non-sens. C'est pas de la critique, Mediafilm, c'est de la pure prescription. Pourquoi je dis que c'est pas de la critique? Parce que le but de la critique, à la base, elle ne fait de sens que si c'est une œuvre singulière, écrite ou orale, qui est la rencontre entre la sensibilité d'une personne et une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, donc que ce soit de la musique, que ce soit du cinéma ou quoi que ce soit. Et cette rencontre-là permet de déployer des sens qui ne sont pas possibles autrement. Et ça, c'est le cœur de la critique. Donc là, pour moi, il peut y avoir plein de formes écrites différentes, mais si la critique ne déploie pas du sens, c'est pas de la critique. Bon, à la limite, ça peut être de la description, ça peut être quelque chose comme ça. Et c'est le seul moyen de déterminer ce qu'est une bonne critique, en fait, en quelque sorte. Donc moi, c'est le seul truc que je... Le déploiement du sens et de...
Oui, exactement, c'est le déploiement du sens. Et à la limite, tu mentionnais tantôt qu'en cours, vous alliez parler un peu plus tard de Serge Danet ou de gens comme ça. Oui, dans 2 semaines. Ça, voilà, qui utilise. Serge Danet, il serait plutôt du type, alors, c'est à la fois le déploiement du sens et la révélation de l'essence. Il dirait ce genre de formulation. Où il faut être capable à la fois, à travers son texte, de faire ressentir un peu l'essence de l'œuvre qu'on est en train d'observer. Et effectivement, quand on dit déployer du sens, c'est-à-dire que si on ne fait que décrire ce qui se passe, c'est pas de la critique. Ouais. Donc, et si on est en train de refermer l'œuvre, c'est pas de la critique non plus. Donc souvent, quand je vais avoir des enjeux envers certaines critiques, ou quand je considère que c'est de la mauvaise critique, pour moi, une mauvaise critique, c'est une critique qui, au lieu d'ouvrir le film, le referme. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi exactement, refermer l'œuvre et son sens? Refermer le film, on dit souvent, une image vaut 1000 mots, et certes, c'est un peu cliché, mais en même temps, j'y crois foncièrement, une œuvre d'art vaut 1000, 3000, etc., etc. Donc quelqu'un qui aurait la prétention de pouvoir observer ou décrire en totalité une œuvre en 700 mots ou en 1000 mots, déjà ça me semble un peu absurde. Et refermer, moi je crois foncièrement dans la multiplicité. Enfin, le seul intérêt qu'il y a à faire de la critique, c'est que cette critique nous permette de générer des idées, et plein d'idées. Donc un film, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ne peut pas être réduit à une idée ou à une ou deux idées. Et donc ça, ce concept-là me dérange beaucoup. Donc n'importe qui va par exemple dire que tel film signifie ça, ça c'est quelque chose que j'apprécie assez peu en fait. C'est trop fermé, c'est trop réducteur. Fermé. Donc l'interprétation et le sens de l'œuvre par des gens qui pensent que leur critique aussi serait coulée dans le béton. Oui, en quelque sorte. Donc, tu apprécies aussi, j'imagine, les films qui ouvrent aussi à la pluralité d'angles, de points de vue, pas nécessairement, j'imagine, des œuvres qui sont controversées ou quoi que ce soit, mais où, justement, le sens peut être tiré de plein de façons différentes aussi. Je pense que n'importe quel film, de toute façon, peut ouvrir un nombre incalculable d'interprétations. Après, il y en a qui le font de façon plus ouverte que d'autres, qui le favorisent, mettons un petit peu plus. Il y a des films quand même qui sont plus susceptibles d'être vraiment mais certainement, sujet de débat, ou comme même de débat, mais tu sens que le sens comme jaillit, qu'il y a plein de filons possibles, tandis qu'il y a des œuvres que quand même les interprétations sont, on dirait, en tout cas à première vue, plus limitées. Si on les observe dans leur ensemble, donc c'est sûr que, par exemple, moi-même en tant que critique, j'ai au moins l'avantage de ne pas être obligé d'écrire sur tous les films. Oui. Parce que je pense que c'est ça aussi. Ça n'existe pas un ou une critique capable d'écrire sur tout. C'est le paradoxe de la critique, en fait. Et c'est un des enjeux actuels. Un des enjeux intéressants actuellement, c'est que souvent les gens aiment suivre des critiques spécifiques. Et souvent les critiques qui ont eu un gros poids dans l'histoire de la critique sont ceux qui, justement, étaient des critiques qui écrivaient toutes les semaines, qui avaient vraiment comme mandat de couvrir de façon assez large, que les gens lisaient de façon récurrente, sur lesquels ils étaient capables de dire « Ah oui, telle personne aime ou aime pas ce... » Je pense à Pauline Kael ou à Jean Ouais, Pauline Kael, qui m'amuse vaguement, mais que je trouve d'une stupidité sans fond. On va l'avoir dans le cours, en tout cas. Ah non, mais vous pouvez l'avoir dans le cours. Mais Pauline Kael, par exemple, c'est un bon exemple. Ouais. Pour moi, c'est pas tant de la critique que de l'écriture divertissante. Elle est très divertissante, Pauline Kael. Elle a des phrases d'accroche au début qui sont justement toujours faites. C'est comme un peu le clickbait de l'époque, mais il y a quelque chose de très très accrocheur, de j'aime, en tout cas on le comprend, j'aime ou j'ai pas aimé, dans évidemment un vocabulaire très touffu et intéressant à lire, et drôle, comme tu dis, c'est un peu amusant ou sardonique. Ça c'est très rigolo, Pauline Kael. Après, c'est très rare que Pauline Kael génère en toi une idée. Ce qui, pour moi, comme lecteur de critique, c'est ça aussi que je cherche. Donc, si je lis une critique, pas comme rédacteur, comme pur lecteur, c'est déjà ça que je cherchais. J'avais besoin qu'une critique m'amène une nouvelle façon de voir un film, des perspectives que je n'avais pas envisagées, ce genre de choses. Pauline Kael ne l'a absolument jamais fait chez moi, donc je trouve
ça divertissant de la lire, mais c'est tout. Et justement, elle, je trouve qu'elle a une façon d'un peu refermer les œuvres, des fois, Elle referme complètement. Son interprétation unique. Elle referme complètement, c'est la plupart du temps d'ailleurs. Et après, ce qu'il y avait de bien, c'est ça, le paradoxe, c'est que c'est intéressant parce que des critiques comme elle, où en France, il y avait Danet qui n'a pas le même rapport au film, etc. Mais par contre, reste que l'avantage, c'est ils écrivaient énormément sur beaucoup de choses, donc on était capable de mettre un nom sur cette pensée-là, puis on était capable de suivre cette pensée, ce qui est beaucoup plus difficile à faire quand on a des critiques actuellement qui sont pigistes, qui écrivent une fois de temps en temps. Je ne pense pas que quelqu'un puisse établir la moindre ligne de pensée sur mon nom, par exemple. Je suis à peu près persuadé, j'écris pas assez régulièrement. Donc ça, c'est l'avantage. Le désavantage, et là ça revient à cette idée de rencontre, c'est que ces critiques n'avaient pas le choix d'écrire même s'il n'y avait pas de rencontre. Et dans ces cas-là, ça donne des textes qui sont pas particulièrement intéressants. Parce que quel que soit souvent, par exemple, j'ai moins lu de critiques de cinéma que j'ai lu de critiques musicaux. Ah bon? Étrangement. J'ai beaucoup lu, en termes de critique, j'ai beaucoup lu de la critique de rock. Mais énormément. Pourquoi particulièrement? Parce que, je sais pas, en fait, pour une simple question je pense, de bagage culturel, familial, on est très mélomane dans la famille. Mon père n'est pas en cinéma, mais il était beaucoup dans la musique. On avait au moins 3 revues de rock à la maison tous les mois. Donc j'ai toujours baigné dans les dictionnaires du rock, les revues de rock, etc., etc. Donc j'ai beaucoup lu beaucoup plus lu de critiques musicales. Et c'est vrai que par exemple dans la critique musicale, il y a, je peux voir aussi l'évolution de la critique musicale, et j'aimais bien cette idée que je savais qui écrivait sur quoi, qu'est-ce qu'ils aimaient, etc. Mais dans la critique musicale, par exemple, de nos jours, il y a une évolution qui s'est faite qui est quand même extrêmement perturbante, qui est qu'elle ne parle plus souvent que des paroles. La critique musicale, c'est en bonne partie. Par exemple, j'ai un gros problème avec Pitchfork, qui est comme un site de référence. Et le problème qui se passe avec Pitchfork, c'est que parfois ils oublient un peu l'essence de la critique en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils ne prennent plus qu'un aspect donc on va avoir un texte de 4500 mots sur la signification de la moindre parole de toutes les chansons du dernier Taylor Swift, mais à aucun moment on se pose la question de la musicalité de la chose, justement. Et souvent leurs textes sont davantage axés là-dessus que sur la musique, alors que à l'époque il y avait un type d'écriture qui était beaucoup plus du domaine de justement essayer de percer la nature même du type de musique qui est produite. Mais pour en revenir avec cette histoire de musique, c'est que la musique c'est intéressant parce que on peut pas dire à quelqu'un par exemple qui serait critique musicale, justement à l'époque dans Rock and Folk, il y avait quelqu'un, son créneau c'était le punk. Bon, tu vas pas lui demander à cette personne-là de faire la critique du dernier ABBA. Il n'y a pas une rencontre qui va se passer là. Donc pour moi le cinéma c'est un peu la même chose. Je me rappelle à l'époque quand il y avait eu la grande chicane entre Truffaut et Godard, et c'est le truc que Truffaut avait reproché à Godard, c'était la lettre que Godard lui avait écrite, typiquement Godard de l'époque, là, pour dire « Je viens de voir ton dernier film, La Nuit américaine, c'est complètement nul ». Il énumère absolument tout ce qu'il a détesté dans le film. Évidemment, comme c'est Godard, version 1970, il termine quand même ça en demandant de l'argent à Truffaut pour produire son film suivant. Et la réponse de Truffaut était vraiment bien, parce que Truffaut, sa réponse, c'était « Mais tu sais déjà que c'est pas du tout le type de cinéma que tu recherches actuellement, tu méprises ce type de cinéma, donc pourquoi en fait, pourquoi tu vas le voir ?» Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, et c'est quelque chose qui a donné souvent des textes critiques peut-être un peu mous, parce que un critique n'est un bon critique que quand il y a le bon fit. Mais après, trouves-tu des fois aussi qu'il faut, par exemple avec les auteurs de 24 images, est-ce que tu trouves ça des fois bien de les challenger, de les défier dans un type où justement où tu sens qu'ils pourraient aller, mais c'est comme gérer le niveau de confort aussi face à ce
ce à quoi on est habitué, et aussi pour peut-être même du côté du lectorat, leur dire « Hey, cet auteur est capable d'écrire aussi là-dessus. Mais c'est peut-être aussi de voir quand même, dans ce film-là, est-ce qu'il y a un fit quand même malgré tout, c'est qu'il y a un filon au moins qui relie la personne et sa sensibilité au film qu'il va critiquer. Mais j'ose espérer que la plupart des gens, de toute façon, qui aiment le cinéma, aiment une grande diversité de cinéma. Donc, même au sein de la revue, par exemple, si on a quelqu'un qui écrit davantage sur tel type de cinéma, bon, si on prend par exemple Robert Daudelin, écrit beaucoup sur le cinéma documentaire, etc., ça ne veut pas dire que Robert Daudelin ne pourrait pas un jour écrire sur un film de Vera Setacool. Après, ou même un gros film hollywoodien, il le fait assez rarement, mais j'imagine qu'il pourrait. Après, on ne peut pas le savoir tant que la rencontre n'a pas eu lieu, parce qu'encore une fois, tout est une question de... Ouais. Et c'est là que c'est délicat, en fait, parce que c'est à double tranchant, ce qui fait que moi, souvent, ce que je fais beaucoup, mais je me contredis de toute façon, je me contredis en permanence, c'est que pendant un temps, je me disais, bon, il ne faut absolument pas dire à quelqu'un d'écrire sur telle chose avant que cette personne l'ait vue. Mais après, ça devenait compliqué parce qu'il fallait quand même que des textes soient écrits. Donc, il fallait, donc on a souvent fait du va-et-vient entre les modes de fonctionnement. Entre le mode de fonctionnement, tu dois aller voir tel film à tel jour. Et ça, moi, quand j'ai commencé à 24 images, c'était ça, pour le site, par exemple. Hélène fonctionnait comme ça. C'était qui est le mode de fonctionnement des journaux. Donc c'est, bon bah voilà, toi, il y a la projection de presse mardi, le film sort vendredi, tu vas voir le film mardi matin, t'écris dessus vendredi. Si la pauvre personne a vu le film mardi matin, qu'elle n'a rien à dire sur ce film, on va quand même devoir subir son texte vendredi. Oui, non, subir. C'est vrai, ça ne serait pas le texte le plus inspiré nécessairement. Bah parce que c'est pénible. Non, mais surtout, même la personne va peut-être se forcer à trouver une vision critique qui n'est peut-être même pas la sienne, ou juste pour écrire un texte c'est ça le façon urgente. La personne va se forcer, de toute façon ça ne donnera rien. Encore une fois, c'est certainement pas quelque chose qui va comme déployer le sens, et loin de là, au contraire, ça va plutôt le refermer. Et donc il y a toujours ce jeu entre... je pense que ce qui est très étrange avec la critique, c'est que je pense que la critique doit être à la fois extrêmement humble, foncièrement, et en même temps extrêmement ambitieuse, voire même avec peut-être un petit fond de prétention. Et c'est comme un drôle de mélange, parce que à la base, pour être un bon critique, il faut à la fois être conscient de ses forces et surtout de ses faiblesses. Je pense qu'il faut être vraiment très conscient du fait qu'on n'a pas tout vu, du fait qu'il nous manque énormément d'éléments pour... donc ça, il faut garder ça derrière la tête en permanence. Puis à un moment donné, il faut quand même avoir cette drive qui va faire en sorte qu'on est capable d'écrire un texte et de le mettre comme ça dans... Oui, parce que c'est vrai que si tu m'as paniqué en disant j'ai pas vu tous les films de cette... on va dire si c'est un cinéaste qui a fait 25 films et là tu dois écrire sur le nouveau, tu peux pas tous les voir, mais de te situer un petit peu... Est-ce que je trouve ça important d'ailleurs, ça de... Pas nécessairement dans une continuation de politique des auteurs que ça, mais d'avoir vu pas seulement un seul film d'un cinéaste qu'on écrit dessus, de quand même renseigner ou d'y aller complètement avec un regard neuf. Là, c'est la même chose, il n'y a pas de bonne formule en fait. Je pense qu'il y a du pour et du contre dans toutes les méthodes, parce que souvent, les gens qui vont avoir des affinités envers les films, elles sont reliées à plusieurs éléments. Un élément, ça peut être j'ai vu tous les films de Jim Jarmusch, j'aime tous les films de Jim Jarmusch, il y a des bonnes chances que j'aime le prochain Jim Jarmusch. Et en plus, j'ai le bagage pour mettre en contexte ce film, puisqu'il fait partie de l'œuvre d'un cinéaste, etc. Donc ça, c'est le pour. Le contre de ça, c'est justement d'avoir tellement des idées déjà un peu préconçues de ce que peut et ce que fait Jim Jarmusch, qui font en sorte qu'on n'est peut-être pas autant qu'on le pense à l'écoute de ce film individuel de Jim Jarmusch. On est déjà en train de le mettre en contexte, et de la même façon que quelqu'un qui va voir un western et qui a énormément de bagages en western va déjà avoir comme des préconceptions de ce que peut et de ce que peuvent faire les westerns. Ça peut être très intéressant, c'est utile. Parfois, ça peut au contraire amener des textes qui sont moins attentifs à l'œuvre singulière, parce que c'est un peu ce que je mentionnais au tout début.
par rapport à, et on le sent beaucoup, la difficulté que beaucoup de personnes ont à passer de l'écriture académique à l'écriture critique. Et surtout du regard académique au regard critique. Le regard académique, le fondement du regard académique, c'est d'utiliser des œuvres au profit d'une théorie. C'est le mode de fonctionnement de l'université. Donc si je prends dans mon corpus de thèse de doctorat ou de mémoire de maîtrise ou de travail au baccalauréat, tel et tel film, ils sont au service de mon propos et de etc. La critique, théoriquement, c'est l'extrême inverse. C'est l'attention extrêmement méticuleuse à l'œuvre précise qui va générer potentiellement des concepts, des idées, des choses comme ça. Donc c'est à la fois un peu similaire. Donc, souvent, par exemple, la difficulté qu'il va y avoir, c'est quand on a été trop longtemps à l'université, outre le fait qu'il y a un formatage au niveau de l'écriture qui fait en sorte que c'est souvent une écriture un peu générique, un peu plate, un peu, parce qu'on n'a pas parlé du style non plus. Du style, mais le style est quand même primordial dans la critique. Il peut y avoir plein de styles différents, mais je pense qu'il faut que ce soit... Il faut avoir comme objectif que ce soit une œuvre littéraire. Oui, moi je le vois comme une création littéraire complètement. Ouais. Ça reflète du moins la sensibilité de la personne qui écrit. Exact. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'objectif académique. L'objectif académique, bon, il y a des formatages. Donc il y a déjà ça. Au niveau de l'écriture, c'est pas facile de passer de l'un à l'autre nécessairement. C'est possible, mais ça demande justement comment dire, pas une finesse nécessairement, mais vraiment un dosage savamment fait, parce que c'est vrai que si tu plaques une théorie sur un film, ça paraît tout de suite et ça ne sert pas l'œuvre non plus nécessairement. Ça dépend comment on le fait en fait, mais effectivement, je pense que ça peut être utile d'avoir un bagage théorique pour commencer la critique. Si on est conscient de ce bagage théorique et qu'effectivement ce bagage théorique ne fait pas en sorte qu'on regarde tout avec des œillères, et ce qui arrive souvent en fait, involontairement, parce qu'on a tellement baigné dans tel concept, donc la personne qui a lu tel auteur ou qui est dans tel courant théorique va avoir une tendance à tout regarder à travers un filtre. Et c'est de loin le plus important, c'est d'être ouvert à l'œuvre en fait. Et cette ouverture, elle est extrêmement difficile en fait, quand on y pense bien, je pense. Elle est difficile parce que, et c'est de là qu'il faut être très conscient quand on est critique de tout ce qui a l'air d'être du domaine de l'anecdotique mais qui ne l'est pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris via la programmation. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par anecdotique exactement? Par exemple, se poser toujours la question, est-ce que j'étais fatigué quand j'ai vu le film? Est-ce que j'avais vu trop de films dans cette journée-là? Est-ce que j'étais si réceptif que ça? Est-ce que se poser vraiment toutes ces questions-là qu'on finit par se poser beaucoup en programmation, parce que quand on fait de la programmation, on accumule tellement de visionnements. On est sans arrêt en train de regarder des films, et c'est hyper important d'avoir tout le temps ce recul-là, parce qu'effectivement, il y a un film qu'on passe à côté parce que on est à moitié réveillé, on est complètement défoncé, le film a un rythme lent, on n'embarque pas. Et puis on réalise 5 ans plus tard qu'on a fait une erreur, que ce film était peut-être extraordinaire, c'était juste pas le bon moment, la bonne journée. Donc quand je dis la rencontre, elle est à la fois elle n'est pas juste entre une personne et une œuvre, elle est entre une personne à un moment très précis, dans l'état très précis dans lequel est cette personne, et le film. D'où le fait par exemple que souvent c'est paradoxal. J'ai longtemps travaillé en festival, et personnellement, j'aime pas beaucoup le rythme de visionnement des festivals. Je trouve que c'est quelque chose qui est très... c'est encore une fois, c'est dans les paradoxes de notre époque. Une grande partie du monde du cinéma actuel est totalement... Il y a un fossé entre le cinéma commercial et le cinéma d'art et d'essai qui de plus en plus relève d'une diffusion qui n'est qu'en festival. Sauf exception, il y en a qui arrivent à faire un peu les deux, mais la grande majorité des films, et quand on programme, on le sait, là on regarde des milliers de films par an, sur ces milliers de films, là, il y en a 1% qui va se retrouver dans une carrière commerciale en salle. Et donc forcément, ce fossé, il est immense, et de plus en plus, la majeure partie de la création cinématographique ne peut se voir qu'en festival. Et les festivals, c'est pas toujours des bonnes conditions
pour accumuler. Alors, on a des œuvres qui sont, d'un côté, souvent un peu plus exigeantes, qui nécessitent un peu plus d'attention, et le seul moyen de les voir, c'est dans un horaire surchargé de 3, 4, 5 films par jour, où finalement, quand on arrive au film contemplatif suédois à 22h, on est complètement lavé, et ce pauvre film qui va être présenté, que là on ne pourra pas le revoir après, on va passer à côté. Et ça, c'est un peu le truc qui est étrange. Et quand on programme, on le sait, donc il y a cette idée de faire vraiment très attention à l'état dans lequel on est. Et il y a aussi cette idée, quelque chose que j'ai beaucoup aussi appris de la programmation, c'est que moi, quand j'ai beaucoup programmé effectivement au RIDM, donc c'était documentaire. Ouais. Et alors, non seulement le domaine documentaire, c'est pas mon bagage initial, parce que moi j'avais fait, comme la plupart d'entre vous, études cinématographiques générales, etc., mais je n'avais pas une spécificité documentaire. Et la chose aussi, c'est que je ne suis pas un expert en géopolitique ou quoi que ce soit, donc j'ai toujours trouvé ça très intéressant de voir mes propres limites par rapport à ce que j'étais en train de regarder, ça aussi. Est-ce que je suis nécessairement la bonne personne pour présenter, pour dialoguer avec un film qui parle d'une réalité que je ne connais pas, sur laquelle j'ai très peu de choses à dire. Ça explique aussi le fait que je me méfie énormément des documentaires. Énormément. Pour cette raison-là. Et ça explique certaines affinités quand on parle de certains types de films qui nous intéressent plus que d'autres. C'est vrai qu'après avoir programmé pendant si longtemps des documentaires, tout ce qui relève du documentaire à sujet ou du documentaire militant, je m'en méfie comme de la peste. C'est souvent extrêmement convaincant par moment. Bon, après, outre le fait que j'aime pas la forme, je peux tenir à peu près 4 minutes sur un documentaire Netflix, là, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut me demander. Mais il y a aussi le fait que c'est des outils de communication très dangereux et très limités. Et quand je parlais justement de cette idée d'ouverture que les critiques ont besoin d'avoir, et tu mentionnais le fait que c'était relié aussi aux films qui sont plus ouverts. Dans le domaine documentaire, ça c'est quelque chose que j'ai réalisé assez rapidement. Tout documentaire qui referme son sujet, qui referme le monde, vient me chercher vraiment un rebrousse-poil. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas. C'est vrai, parce que si tu commences, par exemple, quelqu'un n'a jamais fait de critique de documentaire, c'est le risque de penser aussi que de croire ce qui est dit tout de suite. C'est parce qu'il y a comme cette idée toujours que le documentaire égale vérité qui est fausse, bien sûr, là. Mais c'est le risque quand on commence... Est-ce que tu trouves que faire de la critique documentaire, c'est quelque chose à part en soi, ou qu'il faut avoir un regard, cette même ouverture, mais justement un peu de méfiance aussi face à ce qui nous est présenté? Oui, je pense qu'il faut avoir de la méfiance envers ce qui nous est présenté, évidemment, quand on fait ce type de critique, mais je pense aussi que... mais encore une fois, c'est relié à cette idée de programmer des documentaires alors qu'on ne connaît pas tout. Je pense qu'il faut être très conscient de ses propres limites sur ce qui est représenté. Parfois, peut-être faire davantage de recherche, ou alors tout simplement dire je ne suis pas la bonne personne. Il y a ça aussi. Je pense que c'est assez important. De dire à quelqu'un « Ah, voici tel documentaire essayiste, extrêmement monté sur une réalité péruvienne dont tu n'as absolument jamais entendu parler », ça va être assez... Il y a moyen d'écrire dessus, mais dans ces cas-là, par exemple, quand on parle des limites, c'est justement de faire en sorte que peut-être il vaut mieux orienter la critique vers un certain aspect plutôt qu'un autre. Il y a ça aussi, je veux dire, la critique n'est pas obligée d'englober tout le film. Non, puis c'est ça le défi aussi, qu'on en a parlé encore un peu, mais c'est l'idée de trouver un angle, de trouver une approche pour aborder le film, parce que c'est impossible de tout dire sur le film, souvent en un laps de mots, de temps donné. Oui, c'est ça, c'est impossible de tout dire, d'où le fait que, quand tu parlais précédemment de est-ce que c'est important de connaître toute l'œuvre d'un cinéaste ou quoi que ce soit, parfois oui, parfois non. Je veux dire, je pense qu'on peut, quelqu'un qui a absolument jamais vu un seul film de, je sais pas, Paul Thomas Anderson, pourrait aller voir soudainement un Paul Thomas Anderson et s'accrocher justement à certains détails et finir par produire un texte que tous les experts Paul Thomas Anderson n'auraient pas été capables de faire parce que, ancré dans
leur préconception auteuriste, ils auraient déjà eu des angles prédéterminés. Et donc ça, c'est... encore une fois, il n'y a pas de bonne méthode. Mais je pense qu'il faut l'approcher avec ce mélange-là, ce mélange de humilité en mode je connais pas tout, et en même temps, ce qui permet aussi de doser le type de critique qu'on va faire. Éventuellement, je pense que c'est si on veut faire une critique plus hargneuse, parce qu'il y a souvent ça, cette idée de pourquoi les critiques sont pas plus... Oui, j'allais te demander justement, est-ce que déjà, on ne retient pas de méthode, mais quand même des outils. Donc, l'outil à développer d'ouverture, de toujours rester finalement sur une ligne de tension et d'instabilité, de se laisser être dans l'instabilité et de savoir qu'on n'a pas les réponses nécessairement et de chercher le sens. Mais j'allais te demander, est-ce que tu trouves que ça existe justement des critiques négatives, mais qui sont dans l'ouverture? Plus rarement. En fait, c'est plus rare. Ça peut arriver. On reprend toujours l'exemple bon, là, je vais le faire exprès, là, vous êtes à l'UDM. Donc, il y a souvent l'exemple qui a été repris du texte qu'avait écrit André Habib sur Polytechnique. Et on peut voir dans ce texte-là qu'il y a comme un petit peu un va-et-vient entre les deux. C'est-à-dire, c'est un texte très négatif qui est ouvert dans le sens où il est si long. Il est si long que on voit que la personne qui a écrit le texte a passé du temps là-dessus, s'est attaché à certains détails, etc., etc. Mais ça demeure quand même un texte qui replie involontairement le film sur une série de très limitée d'interprétation, en fait, qui souvent... donc elle est entre l'ouverture et la fermeture. Ça, c'est un bon exemple de texte qui est vraiment entre l'ouverture et la fermeture. Je me rappelle d'exemples très précis où c'était vraiment « je vais décrire tel plan précisément pour aboutir au fait que ce plan ne peut signifier que ça, ça ou ça. » C'est vrai. Ouais. C'est la méthode, c'est vrai. Et là, je dis, non, ça pourrait peut-être aussi signifier ça et ça. Donc ça, c'est justement, il y a toujours cette idée de... et je pense que quand un texte négatif qui est ouvert doit être un texte qui, suscite des questions également au lieu de juste accumuler des affirmations. Et puis souvent, il faut que le texte négatif intéressant, il dépasse le film en fait. Ouais. Ce qui n'est pas si facile à faire, franchement, non plus. Parce que moi, j'ai l'impression que faire une critique négative, il faut qu'elle soit quasiment 2 fois meilleure que ta critique positive que tu vas faire. Parce moi, je pense. C'est ça, c'est 2 fois plus dur. C'est très très difficile, à moins de faire une critique qui est volontairement fielleuse, tout simplement. Fielleuse, sarcastique, qui est purement dans le méchant, là, un peu à la Robert Lévesque à l'époque, ou encore maintenant, je ne sais plus s'il écrit encore quelque part, mais en tout cas Robert Lévesque c'était un peu sa spécialité, ça, dans la critique bien méchante, bien personnelle, procès d'intention, tout ce qu'on veut. C'est une critique ultra fermée. Mais la critique ouverte, en fait, c'est une critique qui va utiliser le film pour poser des questions sur la nature du cinéma, et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Là, ça devient éventuellement une critique négative ouverte, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et surtout, encore là, mauvais parallèle à faire, mais on pense nécessairement que la critique qui est fielleuse, la critique qui est négative, est plus légitime que la critique positive ou ouverte, que ça donne justement le fait qu'on ose user d'un tel ton, d'un tel style qui est très véhément, que ça entérine et les autres ont envie de le lire aussi. C'est sûr qu'il y a cet attrait de vouloir lire une critique qui est négative parce que ça enfonce ou ça dit quelque chose d'un peu qu'on n'oserait pas dire. Comme c'est ça, le critique ou la critique a osé enfin dire cette chose-là. T'sais. Ah oui, bien sûr, mais souvent ça relève plus du divertissement. Aussi. Il y a quasiment un côté télé-réalité là-dedans. C'est pas tant... Est-ce que la critique vraiment nous fait penser différemment au cinéma ou à quoi que ce soit? Encore une fois, je pense qu'il faut qu'il y ait ça. Par exemple, parce qu'il y a certaines choses qui peuvent nous agacer dans des films, souvent, mais on va pas s'acharner dessus à moins qu'on sente éventuellement une certaine tendance. Par exemple, une critique négative. Il y a des cinéastes que j'aime pas du tout dans la vie, comme les frères Dardenne, que j'apprécie. Non, c'est pas j'apprécie absolument pas. Mais c'est vraiment relié, si j'avais à écrire un jour sur les frères Dardenne... Tu l'as jamais fait, je pense, j'aurais pu. Non, en fait, parce que
Bon, parce qu'il y a des gens dans la revue qui aimaient beaucoup les frères Dardenne, déjà en partant. Et puis je pense qu'un texte sur les frères Dardenne serait davantage intéressant s'il pouvait déborder des frères Dardenne pour toucher à une certaine tendance du cinéma de pseudo-réalisme social faussement ouvert au monde. Là, on touche à quelque chose. Parce que les frères Dardenne, c'est exactement tout ce que j'exècre dans le cinéma. Qui était relié à ce que je disais justement dans tout ce que j'exècre dans le cinéma documentaire. C'est une illusion d'ouverture à la réalité qui en fait est un mécanisme de réduction de tous les possibles et qui c'est sur-scénarisé, le cinéma des Dardennes. C'est un cinéma qui se donne des allures, un peu de la caméra qui bouge, le côté un peu, on fait semblant que c'est entre fiction et documentaire, alors que pour moi tout est tellement programmatique. Il y a un côté programme chez les Dardennes perpétuel. Les gens savent exactement où ça va s'en aller. Déjà, il n'y a pas d'autre. Bon, outre le fait que non, dans la vie, j'ai pas envie de voir ni Marion Cotillard ni Léa Seydoux jouer des prolos qui s'en sortent pas à la fin du mois, mais ça c'est personnel, mais il y a vraiment quelque chose pour moi qui est profondément hypocrite dans ce type de cinéma et qui vient mais alors, vraiment me chercher. Donc ça par exemple, peut-être un jour j'écrirai mon texte. Est-ce que ça s'est accentué aussi à l'époque où tu travaillais au RIDM, que c'était aussi d'être en confrontation avec le monde aussi Ah non, je déteste les Dardennes depuis longtemps. Ah d'accord. C'était avant les RIDM, mais je pense que c'est quelque chose qui s'articule parce que parfois c'est toujours ça la critique, c'est partir d'impressions très diffuses et finir à un moment donné par les articuler de façon sensible et compréhensible, et puis ça peut prendre du temps. Donc il y a des choses qui nous agacent dans la vie sans qu'on soit nécessairement capable de les exprimer ou de mettre le doigt là-dessus. Ça fait que il n'y a pas si longtemps, les Dardennes, je savais que je les aimais pas, mais par exemple cette tendance de ce cinéma, c'est la raison pour laquelle je déteste Nomadland. C'est exactement la même raison. Très, comment dire, tout le monde a encensé Nomadland. Non, pas tout le monde. Enfin, en tout cas, dans les médias généralistes, oui. Mais quand même, je veux dire, même dans les revues, il y a beaucoup de gens qui ont aimé ou qui ont bien critiqué, mais dans le sens que comme c'était un film qui a fait quand même c'était pas tout le monde qui a aimé, mais il y avait un bon consensus à peu près autour de Nomadland. Donc dans le sens pas que ton avis est différent, mais c'est vraiment que ça s'inscrit dans la perspective justement de ces films-là qui comme des Frères Dardenne. Est-ce que tu les associes au même pan du cinéma contemporain finalement? Ah, complètement. Ouais. C'est ce pan du cinéma contemporain qui prétend être en contact avec les multiples possibles de la réalité, alors qu'ils ne font que la réduire à une poignée de trucs scénaristiques. Et qui en plus instrumentalise le réel à des fins assez nocives en fait. Donc Nomadland, c'est exactement ça pour moi. Est-ce que tu t'obliges, pas que tu t'obliges, mais est-ce que justement par exemple les Frères Dardenne, est-ce que de temps en temps tu continues à voir, parce que aussi si on reste dans cette ligne de tension, d'instabilité, d'ouverture, tu dois te forcer aussi des fois à en revoir, de dire est-ce que j'aime toujours pas ça? Ah non, j'aime toujours pas ça, ou est-ce que celui-là finalement allait ailleurs, ou est-ce que tu... Alors j'avoue que les Frères Dardenne, là par contre pour le coup j'ai arrêté il y a 3-4 ans. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se faire mal dans la vie. Et donc, à moins, là pour le coup, les Frères Dardenne, à moins de lire ou d'entendre un ami ou quelqu'un que je connais qui me dirait « Ah, Bruno, je sais ce que tu penses des Frères Dardenne, mais cette fois-ci, ils vont pas là où tu penses. » Là, effectivement, je donnerai une chance. Mais ça n'a pas été le cas en fait depuis plusieurs années à chaque fois, parce que je pose la question à chaque fois. J'ai toujours des amis qui vont, de toute façon les Dardennes sont systématiquement à Cannes, au Festival de Cannes, donc à chaque fois j'ai forcément dans le réseau de contacts des amis qui sont à Cannes, donc ça va être bon, est-ce qu'il faut que je le voie cette année le Dardenne? Non Bruno, faut pas que tu le vois le Dardenne, tu vas encore te fâcher, donc hop, on passe à mais tu gardes quand même l'interrogation et la question ouverte. Oui, je me pose la question parce que tout le monde peut se renouveler. Bon, c'est pas leur truc se renouveler, mais on sait jamais. Ça peut arriver. C'est vrai que c'est pas tous les cinéastes qui changent de style, d'approche. Mais il y en a des cinéastes, par exemple, qui ont dû te laisser dans une position ambivalente, que tu aimes certaines de leurs œuvres et d'autres vraiment tu comprends même pas pourquoi ils les ont fait. Et j'imagine que tu as critiqué certaines ou d'autres, oui. Il y en a des cinéastes comme ça que tu es un peu
Ambivalent? Ouais, que tu sais pas comment si tu les aimes ou pas. Moi, il y en a plusieurs. Mais je pense que c'est la plupart. Mais c'est mon rapport au cinéma a toujours été un peu comme ça. C'est très rare. En fait, mon rapport à l'art en général, c'est très rare que je fonctionne à partir d'œuvres que j'aime dans leur entièreté. En fait, je considère, c'est très rare que je vois une œuvre où je me dis ah ça c'est absolument parfait. Ça arrive vraiment pas souvent. T'as pas des réalisateurs incontournables vraiment qui sont des... Si, mais par exemple, même un des réalisateurs qui m'a le plus influencé à mes débuts et de loin, c'est Malick. Ok. Parce que je fais partie exactement de la génération qui l'a redécouvert à l'époque. Terrence Malick, pour les plus jeunes qui sont ici présents, c'est quelqu'un, quand on a grandi dans les années 80-90, alors là, c'était relié au tout début de notre discussion, là. Oui. Les rêves de cinéma et un cinéma qu'on ne peut pas voir, c'est exactement ça, Malick. Moi, je me rappelle spécifiquement, c'est le cinéaste dont je voulais le plus voir des films parce que c'était une figure mythique. Moi, j'avais 15 ans, il n'avait pas fait de film à l'époque depuis 1978. J'avais entendu parler de lui dans le dictionnaire du cinéma américain de Tavernier et Coursaudon. Donc, ça avait l'air d'être ce cinéaste incroyable, poète, lyrique, électron libre, l'étoile filante du cinéma américain, qui serait actuellement en train d'étudier à Heidegger quelque part dans une université française. Enfin bref, il y avait un mythe qui entourait Malick et donc forcément ça créait le désir. Et dans une salle à Paris, ils avaient rejoué Days of Heaven un petit peu avant la sortie, son retour en fait avec Thin Red Line, avec la ligne rouge. Et déjà, Days of Heaven avait comme un peu, parce que souvent les rêves ils peuvent être un peu déçus, mais là pour le coup, pour moi c'était pas le cas. C'est vraiment un film qui m'a énormément marqué. Et par la suite, la ligne rouge encore plus. Parce qu'en plus à l'époque, moi j'ai vu la ligne rouge, à l'époque j'étais dans l'armée, donc il y avait beaucoup de choses qui rentraient dans ma tête à ce moment-là. C'est difficile d'expliquer un peu comment on perçoit les films, d'où cette importance du moment. Du moment. Je veux dire, si tu vois Beau Travail de Claire Denis comme moi je l'ai vu, c'est-à-dire ayant déjà fait des camps d'entraînement avec la Légion étrangère, ayant déjà été dans les endroits où elle a été, ayant déjà fait tu le perçois pas tout à fait de la même façon, et donc forcément tu es conscient de ces choses-là. Et donc Malick a été vraiment extrêmement important pour moi, parce que comme je le disais, moi je viens pas d'un milieu cinéphile, à l'époque j'avais encore principalement accès aux sorties commerciales, et j'avais personne pour m'aiguiller réellement sur ce qu'il fallait voir. J'avais pas accès au cinéma d'art et d'essai grand public, le cinéma de Cinémathèque, ce genre de choses. Malick, c'est littéralement le premier qui m'a montré qu'il pouvait y avoir une sorte de cinéma entre le narratif et les élans poétiques, et une autre façon de voir le monde, de raconter. Il a été incroyablement important pour moi. Et mon Dieu, qui me déçoit. Oh. Et son dernier film, par exemple, j'ai vraiment pas aimé. Mais c'est pas quelqu'un que je vais jamais rejeter du revers de la main. Je peux pas balayer Malick du revers de la main. Et surtout, je considère que c'est quelqu'un qui a foncièrement des choses à dire, qui a des choses après. Et ce que je reproche à Malick, c'est justement le fait pour moi, il était le mélange parfait entre le narratif, le poétique, etc. Et de plus en plus, son champ lexical s'est réduit. Plus il a de pouvoir. Alors, Malick, c'est drôle parce que souvent on dit ce serait bien que les cinéastes aient davantage de pouvoir dans le contexte hollywoodien. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que Malick est le parfait contre-exemple du cinéaste qui n'a jamais été aussi bon que quand il avait un producteur. Et pour pouvoir lui dire tu sais, Terrence, ce serait bien que ton film il aille pas juste dans une direction, puis que on a quand même mis des millions de dollars derrière ça là, donc il faudrait quand même que tu nous fasses un truc qui peut accrocher quelqu'un qui n'est pas que dans la voix off sur fond de chant en contre-plongée, texte. Et depuis qu'il a pu ça et qu'il fait absolument ce qu'il veut, je trouve qu'il a vraiment réduit en fait son vocabulaire, et je trouve ça dommage à ce niveau-là. Donc c'est un cinéaste que, évidemment, que j'irai voir le prochain film de Malick quand il y en aura un, mais oui, il y a un chagrin quelque part par rapport à ça. Je comprends.
Il y en a peut-être qui t'ont jamais chagriné, justement, des cinéastes que leur œuvre est pas nécessairement parfaite, mais... Oui, ils sont plus que rares. Je pense qu'il y a le seul cinéaste, un des rares cinéastes qui m'a jamais déçu, c'est Ozu. Mais parce que justement, il fonctionne... C'est marrant, Ozu, moi je suis toujours contradictoire dans mon rapport au cinéma. Donc, il y a une part de moi qui reproche énormément au cinéma contemporain d'être un cinéma de la réduction des possibles et du minimalisme volontaire et qui je trouve que le cinéma actuel manque de baroque. De folie un peu, de vision, Oui. Je le trouve souvent beaucoup trop safe, je le trouve beaucoup trop monotone, j'ai l'impression je trouve que Là, tu parles internationalement. Oui, internationalement. Il y a eu justement il y a eu une rupture dans le cinéma d'art et d'essai au début des années 2000, et qui est le fait que le cinéma international d'art et d'essai, en réaction justement au gros cinéma commercial, s'est radicalisé de plus en plus vers un cinéma un peu plus non narratif. La télé ça va vite, on va faire des plans lents, etc. Et ça donne des choses intéressantes, mais ça a fini par prendre tellement toute la place dans justement ce que les gens ont fini par labelliser film de festival. Mais le label film de festival, qui grosso modo a toujours eu une certaine connotation péjorative, parce que finalement, quand les gens disaient film de festival, ça voulait dire film un peu chiant et prétentieux, on va pas se leurrer. Ce label-là, on savait tous d'où il venait quand même. Il y a eu toute cette génération, Albert Serra, Lisandro Alonso, tous les héritiers de Bellatar, en bonne partie. Denis Coté en fait partie aussi, au Québec, je veux dire, qui ont tous été ancrés. Maxime Giroux, quand il a commencé, il y a eu tout ce cinéma-là qui, les œuvres en tant que telles sont très différentes, mais elles partageaient toutes une prédilection pour, allez, on n'utilise plus de musique. Ou le plus rarement possible. On met l'accent sur la conception sonore à partir des enregistrements live sur le plateau, extérieur, etc. Il y a plein de traits qu'on peut tisser entre ces films-là. Et donc il y a une part de moi qui regrette un peu cette uniformisation de tout un pan du cinéma. Ça donnait des bonnes choses, des moins bonnes, mais reste que c'est devenu un peu uniforme. Et j'ai toujours aimé les changements de rythme brutaux. J'aime les œuvres malades. C'est vraiment le truc que j'aime le plus. Ce que j'aime le plus, c'est... Dans le sens qu'elles sont contaminées par plein de choses ou par... Oui, les œuvres qui sont trop ambitieuses pour leur bien, qui sont à la fois bourrées d'idées, mais un peu bricolées. J'ai toujours aimé ce type de cinéma, justement cette idée que j'ai pas une approche du cinéma qui cherche le grand chef-d'œuvre ou quoi que ce soit. J'ai toujours aimé les cinéastes un peu, soit un peu timbrés, soit vraiment, si possible, tête chercheuse sur certains éléments. Donc par exemple, ça peut être à la fois le Cimino à l'époque quand il fait Heaven's Gate, qui est un film. C'est trop long, il y a trop de trucs là-dedans. Je veux dire, on voit qu'il essaie de tout mettre en même temps. Est-ce que c'est un film parfait? Non. Est-ce que c'est un film qui m'intéresse infiniment plus que bien d'autres films? Certainement. De nos jours, je vois ça chez Miguel Gomes, par exemple, celui qui a fait Tabou et Les Mille et Une Nuits. Est-ce que je pourrais considérer Les Mille et Une Nuits comme une œuvre? Non, ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est vraiment stimulant à ce niveau-là. Parce qu'on n'a pas l'impression que l'arrivée est prévue dès la première scène. Tu peux être surpris. Souvent, ça explique une affinité pour certains cinémas asiatiques qui ont tendance à beaucoup jouer sur les ruptures de ton, sur les attentes, sur les mélanges de genres, etc. Donc c'est vrai que j'aime bien cette idée. J'aime bien un cinéma qui est davantage soit un peu bricolé, et surtout, ça fait longtemps que j'avais réalisé que même physiologiquement, j'ai une affinité pour les séquences opératiques.
Tu peux peut-être expliquer c'est quoi d'où mon regret d'un certain cinéma contemporain parfois où la rencontre se passe pas, parce que s'il y a quelque chose que j'aime, je peux pas m'en empêcher dans le cinéma, c'est la grande séquence sur fond de musique. C'est le côté justement opératique, là, le mélange des images poétiques plus grandes que nature sur fond de musique, soit grandiose, soit musique tout simplement appropriée, etc. Donc déjà, si tu me coupes la musique, j'ai vraiment un gros problème. Mais il y a quand même, on voit donc, de la critique de rock, et t'aimes bien donc, la musique aussi, comment ils travaillent la musique dans les films. C'est pour ça aussi que Bonello est un de tes cinéastes. Exactement, d'où l'intérêt que j'ai pour Bonello, d'où le désintérêt que j'ai pour Lisandro Alonso, après c'est des trucs, encore une fois, c'est un rapport très spécifique d'un individu et le rapport à la musique, il est doux, parce que parfois, justement, je me méfie de mon rapport à la musique, parce que il génère des réactions, parce que c'est le propre de la musique, ça m'a toujours fasciné dans le cinéma aussi, les œuvres génèrent des réactions parfois qui sont juste purement physiologiques. Tu peux pas t'en empêcher. Tu peux pas t'empêcher de pleurer sur tel truc. T'es pas en train de pleurer nécessairement parce que l'œuvre vient de te faire prendre conscience d'une révélation existentielle qui change le cours de ta vie. Tu pleures parce que il y a exactement la musique qu'il faut, sur le visage qu'il faut, sur le plan qu'il faut, et ça va automatiquement générer une émotion. Et parfois, faut être capable de distinguer, justement, c'est ça. Parfois, c'est compliqué avec la critique parce qu'il y a des... Non, mais c'est ça, c'est quasiment les sciences cognitives, là, que comme on dirait, le mélange est fait pour que tu aies des réactions. Exact. Donc il y a des films, moi par exemple, j'ai pas beaucoup d'affinité envers le cinéma de Xavier Dolan. Alors c'est étrange, tu vois, les éternelles contradictions. J'aime un cinéma baroque et tout ça, mais justement le problème que j'ai avec le cinéma de Xavier Dolan, souvent, c'est qu'il est trop programmatique, justement. Moi, c'est ça mon truc. Je veux dire, ton personnage, je l'ai compris en 3 minutes, et à aucun autre moment, ça va changer, en fait. Mon rapport. Et surtout, tu m'enfonces une identification à tes personnages que j'ai pas envie nécessairement de subir comme ça. Mais donc bref, je déteste pas moi le cinéma de Xavier Dolan, mais il va pas forcément venir me chercher. La seule fois où il m'a intéressé davantage, c'était Laurence Anyways. Mais Mommy est un bon exemple. C'est un film qui m'a laissé, mais alors, complètement indifférent. Mais quand vient la séquence de maman qui s'imagine la vie alternative qu'aurait pu avoir son petit garçon sur fond de musique, là je me dis oh non, résiste, mais je peux pas résister. C'est comme si je revois Titanic, je vais tout le temps pleurer quand au moment précis où le personnage de Jack, interprété par Leonardo DiCaprio, regarde le personnage de Rose, interprété par Kate Winslet. Il l'a convaincu de partir, de quitter le bateau, là, d'aller dans une des barques. Et là, il y a ce chant contre chant entre les deux. Et dans ce chant contre chant, il y a ce moment extrêmement subtil où notre Leonardo international tente de ne pas montrer, de réprimer un peu ses émotions, etc. Mais ses narines se dilatent. Et ce moment précis de dilatation de narines me fait pleurer systématiquement. C'est physiologique, c'est une réaction purement physiologique. Et les films provoquent chez nous des réactions physiologiques. Et s'il y a un truc que j'adore dans les films, c'est le rapport à la musique, le rapport au son aussi en tant que tel. D'où le fait que quand quelqu'un réussit à combiner les deux, comme Paul Thomas Anderson dans Punch Drunk Love. Punch Drunk Love a été un film hyper important pour moi, pour cette raison-là. Pour moi, c'est un film révolutionnaire du point de vue du son au cinéma. J'avais jamais vu quelqu'un qui intégrait de façon aussi pertinente, parce qu'en plus c'est totalement relié à ce qu'il essaie de faire ressentir du point de vue de son récit, la conception sonore et la musique. Les deux sont imbriqués l'une dans l'autre, et j'avais jamais vu ça. Et ça, j'étais ému aux larmes. Je trouvais ça incroyable. Ça a été une énorme révélation. Donc ça, d'où le fait que j'aime bien, justement, les films qui utilisent
toutes les possibilités du cinéma, qui sont très ambitieux à ce niveau-là. Et paradoxalement, le cinéaste dont j'aime absolument inconditionnellement tous les films est celui qui a réduit le vocabulaire du cinéma à certaines conditions très précises. Donc Ozu, qui est l'extrême inverse de ce dont je viens de parler. Oui, c'est vrai. Dire, la musique n'est pas l'élément le plus important chez Ozu. Elle est la plupart du temps, quand il y en a, là pour faire une transition entre certaines scènes. Les mouvements de caméra, plus ça avance, moins il y en a. Les cadres sont toujours fixés à l'avance. C'est complètement fou. Donc, théoriquement, c'est tout ce que je devrais détester au cinéma. Et c'est pourtant le cinéaste qui, je crois, me rejoint le plus. Mais parce que là, c'est un cinéaste qui rejoint vraiment une perception du monde. C'est son regard qui vient me chercher. Parce que c'est de loin le regard le plus... Il est intéressant, Ozu. C'est à travers toutes ces restrictions, c'est toutes ces restrictions qui permettent à son regard de mettre l'accent sans jamais t'attraper par la main, donc l'extrême opposé d'un Xavier Dolan à ce niveau-là, ou de tout le cinéma hollywoodien, sans jamais t'attraper la main, il va mettre l'accent sur des micro-détails, et c'est les micro-détails qui font la complexité du monde. C'est pas les grandes lignes. Je veux dire, ce qui est le plus intéressant, d'où le fait que, rapport à la peinture, c'est toujours une révélation quand on voit pour la première fois un tableau qu'on a vu un nombre incalculable de fois sur Internet, et quand on le voit en vrai, le cœur de la plupart des tableaux, c'est les pigments. C'est pas l'image globale. Ouais. Non, mais elle est chiante, la Joconde, à regarder. Elle me parle absolument pas. Mais à ce niveau-là. Et quand le rapport à la peinture, je pense, c'est le même rapport au cinéma. C'est-à-dire, c'est comment arriver à faire en sorte qu'il va y avoir cette ouverture de tous les possibles au monde, tout en étant dans un cadre, tout en... chacun va trouver sa méthode, mais Ozu, pour moi, avait trouvé sa méthode. Mais je comprendrais quelqu'un qui me dirait, Ozu, moi, ça me parle pas. De la même façon, je pense qu'on peut apprendre à travers la critique, justement, je pense qu'on peut apprendre à amener les gens à s'intéresser ou à voir Ozu différemment. Mais si il y a une personne qui n'a aucune sensibilité pour ce type de cinéma ou pour ce type de vision du monde, on aura beau faire ce qu'on veut comme critique, je veux dire, ça n'arrivera pas. Et c'est la même chose pour la musique. Je veux dire, j'essaie de convaincre régulièrement ma femme d'écouter certains des trucs que j'écoute. Non, à un moment donné, tu pourras expliquer comme tu veux les subtilités de changement d'accord de John Coltrane. Je veux dire, si d'un point de vue purement physiologique, tu ne supportes pas le sax alto, ça part mal ton truc. Tu n'y arriveras jamais. Tu pourras faire tout ce que tu veux, tu n'y arriveras jamais. Mais c'est vrai que c'est cet mon rapport au cinéma est constamment contradictoire, en fait. Donc c'est... Oui, c'est la beauté de la chose aussi, c'est ça. Moi, je pense que pour tout le monde, c'est un peu ça. Quoi. Mais en même temps, ce que je retiens de ce que tu dis, et qui est intéressant dans un cours de critique, c'est l'attention au micro-détail. C'est comme d'aller chercher aussi, c'est ma base, ce que toi tu viens chercher, c'est le micro-détail qui vient chercher aussi dans le film, et ça peut être un filon d'écriture super. Je te poserai une dernière question avant de laisser la parole à la salle. Mais est-ce que tu as pas un modèle de critique, mais quelqu'un qui t'a vraiment inspiré du point de vue de l'écriture, parce qu'on parlait de justement ceux qui t'ont pas trop inspiré, ou lequel par exemple, mais est-ce qu'il y a une figure comme ça, ou certaines qui t'ont guidé, vers lesquelles pas que tu te raccroches, mais qui t'amènent à réfléchir encore aujourd'hui, à penser, ou que tu aimes lire? Il y en a... Je lis plus de critiques, je lis honnêtement plus de critiques anglophones que de critiques francophones. Ce que je lis principalement en critique actuellement, c'est beaucoup la revue Cinémascope, mais pour des raisons qui sont reliées au tour d'horizon qui font du cinéma contemporain d'art et d'essai. Comme c'est une revue qui est principalement écrite par justement des critiques programmateurs, il y a ce côté tête chercheuse. C'est vraiment là où je découvre souvent des nouveaux noms, des cinéastes dont je n'avais pas nécessairement entendu parler, etc. Mais par contre, juste en termes d'approche, je le mentionnais brièvement tantôt, mais moi j'ai vraiment été très influencé par le dictionnaire de Tavernier et Coursaudon, parce qu'il y a, pour moi, c'était le meilleur des mondes, sauf un truc.
c'était le meilleur des mondes parce qu'il y avait deux auteurs, donc c'est un dictionnaire de cinéma américain, qui ont une connaissance encyclopédique de leur sujet, qui sont extrêmement méticuleux, mais avec des opinions très... J'étais souvent en désaccord avec les... Et comment c'est, comme le dictionnaire, c'est divisé comment c'est organisé pour ceux qui connaissent pas? C'est une entrée par... Alors, il y a des introductions au début, il y a des trucs un peu historiques, etc. Mais après, il y a des entrées de scénaristes et après, il y a des entrées de cinéastes. Okay. Donc, c'est comme ça, d'où l'idée que c'est comme ça que j'ai découvert Malik. J'ai rendu dans les M. Et puis, bon, dans les M, il y a ce nom dont j'avais jamais entendu parler. Et puis voilà. Et donc, ils ont une approche de la critique que je trouvais qui était vraiment intéressante parce qu'il y avait ce mélange de... ils ont la légitimité, c'est déjà parce que ça je pense que c'est vraiment important de se poser cette question-là. Ils ont regardé vraiment beaucoup de films, ils ont un regard critique acéré et en même temps ils ont des opinions très claires, je veux dire ils n'aiment pas telle ou telle personne, ce genre de choses avec lesquelles je peux être en désaccord, mais c'est toujours bien argumenté. C'est très rarement condescendant. Ça c'est un truc, c'est le truc que je ne supporte pas plus que tout. C'est jamais condescendant et souvent c'était justement même quand c'était négatif il y avait toujours des éléments à retirer de ça, etc. Donc là où c'était un peu limité, c'est que ça demeurait quand même un dictionnaire, donc il y avait au niveau de l'écriture, je trouvais ça souvent un peu sage, enfin c'était un peu, c'est pas l'écriture la plus stimulante, on va dire, celle de Tavernier et Courcedon. Mon modèle absolu, pour moi, c'est vraiment de loin la meilleure personne, c'est Luc Moulet. Luc Moulet, c'est un cinéaste et critique français de la génération des cahiers du cinéma. Et lui, il cumule tout pour un critique. C'est absolument tout. Il est extrêmement drôle. Il a le sens de la formule, mais encore plus que Godard. Je dirais, il a vraiment un sens de la formule, Luc Moulet. Il a une connaissance encyclopédique du cinéma, à la fois au niveau de la production, l'histoire, etc. Il a une passion pour la mise en valeur de cinéastes sous-représentés depuis ses débuts, et il a une capacité d'analyse, il est d'une rigueur dans son analyse. Je veux dire, Luc Moulet, quand il écrit notamment quand il avait écrit à l'époque sur les acteurs, c'est rarement quelqu'un avait écrit de façon aussi précise et méticuleuse sur le travail d'acteur, etc. Pour moi, Luc Moulet, c'est vraiment quelqu'un qui est... Et en plus, je l'adore comme cinéaste aussi, parce que c'est un gars qui a le côté bricoleur que j'aime par-dessus tout, donc ça fonctionne bien. Je pense que c'est probablement le meilleur critique, je crois. Et il écrit encore, comme justement ses mémoires d'une certaine indocile, c'est ça? Oui, il est vieux maintenant, mais il a écrit ses mémoires l'année dernière, effectivement. On peut retrouver ses écrits maintenant, ils ont été édités chez Capricci et tout ça. Lui, c'est vraiment un gros modèle. Et à l'inverse, quand j'étais à l'université, par exemple, celui qui m'a le plus influencé, en fait, c'est Barthes. Ah ouais. Et pour une raison qui est assez spécifique, c'est que j'adore, c'est pas surprenant, je le dis depuis tantôt, j'adore les gens qui se contredisent. Et Barthes m'avait énormément marqué parce que c'était un des rares de cette époque des grands intellectuels, années 60-70, qui avait été capable d'être un des piliers, malgré lui, du structuralisme à l'époque et de tout ce qui était comment fonctionne le lecteur, comment lire, quel est le... Et qui, plus on avance dans son œuvre, finalement, réalise que tous ces paramètres théoriques qu'il avait établis avec ses confrères et consoeurs lui permettaient finalement de ne parler que de ce qui l'intéressait le moins dans les œuvres. C'est quand même ça la prise de conscience de Barthes au fur et à mesure. Et quand on commence à arriver dans Fragment d'un discours amoureux, et quand on arrive après dans La Chambre claire, c'est vraiment Barthes qui se pose constamment des questions sur... mais en fait, je veux dire, pourquoi écrire en fait, pourquoi écrire si c'est pas pour écrire sur ce truc que j'arrive pas trop à définir? Comment écrire sur quelque chose qu'on n'arrive pas à définir? Donc ça m'a énormément rejoint parce que pour moi c'est le point de départ d'une bonne critique. Pour revenir encore à il faut pas savoir où on s'en va. À l'avance, justement. Ouais. Ça c'est le truc. Je pense que c'est quelque chose qui est
qui est extrêmement nuisible. Parce que justement, si on sait où on s'en va à l'avance, ça veut dire qu'on n'est pas ouvert au film, on n'est pas ouvert au possible. Ça va donner quelque chose de fermé. Et finalement, souvent quand on fait ça, on ne va pas parler de ce qui est le plus important, qui est vraiment le rapport profond, la rencontre profonde qu'on a pu faire avec tel ou tel film. On va au contraire dévier de ça pour utiliser soit tel champ théorique, soit telle référence cinéphile, soit telle et telle et telle et telle. Et souvent, on réalise qu'on n'a pas forcément parlé de ce dont on avait envie de parler. Et c'est vraiment ça, la critique, c'est mettre des mots sur quelque chose qui est complètement indicible. Et donc, c'est pas évident. Et Barthes, à l'époque, moi, il m'avait rejoint aussi parce que c'était le point de départ. Quand j'avais fait un mémoire de maîtrise, c'était vraiment mon point de départ. C'était une scène très précise. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle me marquait, en fait. C'était ça le début de mes investigations à ce niveau-là. C'est des bons modèles. Donc, voilà. Merci Bruno. Je laisse la parole à vous maintenant si vous avez des questions à poser. Il y en a sûrement. Oui, ici une première. Bonjour, j'ai une question sur le métier de rédacteur en chef. Je veux savoir comment ça se passe en fait au sein d'une rédaction. J'imagine qu'il y a des journalistes qui ont des préférences, par exemple pour un certain cinéma, ou par exemple vous aimez un peu moins le cinéma documentaire. Est-ce que par exemple vous allez voir... j'ai pas dit que j'aimais pas le cinéma documentaire. Non mais peut-être un certain type de cinéma documentaire. Donc est-ce qu'il y a des journalistes comme ça qui vont préférer écrire des critiques sur par exemple des blockbusters, d'autres qui vont plus être sur du cinéma d'art et d'essai? Comment en tant que rédacteur en chef vous dites selon vos affinités, vos préférences, vous distribuez du coup les critiques de telle ou telle manière? Il y a deux modes de fonctionnement pour la distribution des textes. Ça va être soit je contacte quelqu'un directement en disant « Ah tiens, pour telle raison ». Et si je contacte quelqu'un directement pour écrire sur un film, Alice travaille aussi dans la revue, donc elle l'a déjà vécu. Souvent, ça va être parce que je sais que, on va dire, Alice a un intérêt pour un certain type de cinéma de genre, ou Alice a déjà écrit sur tel cinéaste. Effectivement, on dit « Ah tiens, il y a déjà des affinités à ce niveau-là ». Ou alors aime tel type de cinéma. Donc ça peut être une option. Le danger avec ça, et c'est souvent je ne vais pas forcément contacter systématiquement la même personne parce qu'on ne veut pas non plus que ce soit tout le temps la même personne qui écrit sur tel cinéaste. Et donc là par exemple au sein de la revue il y a des gens qui aiment bien Quentin Dupieux. Bon bah c'est bien quand je sais à peu près que j'ai 5-6 personnes qui aiment bien Quentin Dupieux, donc on peut alterner entre les personnes. Mais quelqu'un qui aime pas Quentin Dupieux, qui aime pas la comédie, qui aime pas le cinéma un peu absurde, évidemment je vais pas dire « Ah tiens, on va essayer, ça va peut-être donner quelque chose de plus original ». Oui, non, pas forcément là, à ce niveau-là. Donc soit je donne directement, je propose un film à quelqu'un, soit après je fais aussi des appels à tous. Ça arrive très souvent que je fasse des courriels pour dire « Bon bah salut tout le monde, il y a tel film qui sortent, qui aimerait aller le voir, etc. » Et le cas échéant, par contre, je confirme jamais le texte tant que la personne ne l'a pas vu. C'était un peu comme on le mentionnait précédemment, là, c'est cette idée de toujours en disant sens-toi bien à l'aise, si après avoir vu le film, finalement c'était une fausse bonne idée et que le film t'a pas parlé, c'est pas la fin du monde, là, on va pas insister là-dessus. Là. Donc effectivement, ça implique le fait d'avoir une équipe suffisamment large pour avoir les différents intérêts qui puissent être représentés, même si 24 images, comme toutes les revues, je veux dire, on couvre pas tout non plus. Donc on essaye le plus possible, mais on couvre pas tout. Il y a une autre question? Oui, dans le fond là-bas. Oui. Bonjour. Bonjour. Tantôt, vous parliez du fait que vous n'aimez pas trop dans les critiques lorsque les gens ils ferment un peu le film sur une opinion. Ce que je me demandais en fait, c'est quoi la nuance entre fermer une opinion, fermer le sens d'un film ou d'une scène et tout simplement dire son désaccord, son mécontentement par rapport à un plan ou une scène? C'est-à-dire que dire son mécontentement par rapport à un film, ça devient une fermeture si ça n'en reste... Déjà, primo, si ça n'en reste que là.
si tout simplement la critique ne fait qu'exprimer une opinion, pour dire bon ben voilà, et également si la critique généralise un petit peu trop le film à différents niveaux. Mais après, je dois exprimer son mécontentement, encore une fois, pour que ça puisse aboutir à quelque chose qui, dans ces cas-là, dépasse le film pour devenir une réflexion, soit sur la société, le cinéma, les mondes. À ce moment-là, ça devient quelque chose qui n'est plus fermé. Je veux dire, si la critique, c'est Dune de Denis Villeneuve, c'est pas bon, j'ai envie d'exprimer à quel point c'est pas bon, et je vais faire un texte complet pour dire que c'est un film qui est lent, c'est pas très intéressant. Faire un texte négatif sur Dune pour explorer de façon plus large le cinéma de la science-fiction, pour explorer une certaine tendance du cinéma entre le cinéma commercial et le cinéma d'art et d'essai, ou explorer certains des enjeux, soit écologiques ou raciaux qu'il y a dans Dune, ça peut être super intéressant, tout en étant négatif. Mais ça, au moins, ça ouvre à d'autres perspectives. C'est de se dire, est-ce que la personne qui va lire, que qui que ce soit qui va lire ce texte, va ressortir du texte avec de nouvelles idées, ou est-ce que la personne va juste sortir du texte avec l'idée que le film n'est pas bon, ou c'est uniquement des éléments négatifs. Okay. Puis un peu une continuation de cette question-là, tantôt vous parliez de ce qu'André Habib avait écrit sur Polytechnique. Est-ce que vous considériez que c'est un texte qui fait un peu des deux, c'est-à-dire qui apporte une nouvelle perspective, mais qui se trouve à un peu, des fois, être un peu du bâchage gratuit? Je dirais pas que c'est nécessairement du bâchage gratuit. Il y a dans le texte d'André, effectivement, je pense qu'il y a des deux. Il y a des moments où, comme je le mentionnais, je trouve qu'il restreint un peu trop les possibilités à une série d'interprétations soi-disant inévitables et objectives, ce qui n'est un peu jamais le cas et un peu délicat, là, aussi d'un strict point de vue de rapport à l'œuvre d'art. Après, par contre, c'est un texte qui est extrêmement méticuleux dans sa description, son analyse, et je pense que justement il apporte, je doute que quelqu'un qui lise ce texte n'ait pas des idées qui lui viennent et qui ont été générées par ce texte. C'est un texte qui dépasse aussi le film lui-même, je veux dire qu'il parle de façon plus générale des questions éthiques, de mise en scène, de montage. Je peux comprendre quelqu'un, en lisant ce texte-là, qui va avoir des nouvelles perspectives parce que c'est un texte qui foncièrement parle d'éthique, en bout de ligne. Donc sur l'éthique au cinéma, par exemple. On soit d'accord ou pas, mais je veux dire, c'est le sujet du texte. Merci. D'autres questions, peut-être? Oui. Vous avez dit que vous avez commencé en 2008, donc vous avez vu l'arrivée des plateformes de streaming et tout ça là. Est-ce que vous avez senti un changement, soit dans votre écriture ou même dans les écritures des gens que vous dirigez avec des tournages, depuis l'arrivée de justement ces plateformes-là, où des fois, par exemple, vous pouvez sentir que cette personne-là n'a pas été en salle, elle l'a écouté dans son salon ou sur son ordinateur. Est-ce qu'il y a eu un changement dans... Non, sincèrement, il n'y a pas eu de grand changement au niveau de l'écriture depuis l'arrivée des plateformes, etc. Mais pour une raison qui est, je pense, assez simple, qui est le fait que les plateformes ont accentué un phénomène qui était quand même déjà assez présent, dans le sens où avant les plateformes, il y avait les DVD, il y avait ça fait quand même assez longtemps que les critiques n'écrivent plus exclusivement sur une expérience en salle. Et puis, pour être bien honnête, si on est très attentif à un film, à moins de cas extrêmement particuliers, on peut produire, enfin, je veux dire, la salle n'est pas nécessairement indispensable à un bon texte critique. Je veux dire, il vaut mieux privilégier la salle parce que l'expérience est plus immersive, mais rares sont quand même les films où l'expérience ne peut pas être
quand même apprécié ou perceptible chez toi. Mais je dis ça, mais en même temps, je me contredis tout le temps, hein, ça m'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, par exemple, que j'avais vu un documentaire très essayistique et très sensoriel d'un cinéaste, de deux cinéastes, en fait, J.P. Snydecki et Joshua Bonetta, dont le titre m'échappe sur le coup, mais un documentaire qui était passé au RIDM il y a une couple d'années. C'est justement, voilà, j'étais programmateur, donc je l'avais vu à la maison, moi j'essaie quand même de toujours regarder sur une assez grosse télé, mais reste que c'était à la maison. Et comme c'est un film qui joue énormément sur la spatialisation du montage sonore, j'étais complètement passé à côté en fait. Et ça, c'était un élément qui, si j'avais eu à écrire sur le film, je crois que ça aurait été très très négatif que je le fasse à partir. Et je l'avais dit en plus au cinéaste que je connais, et je lui avais dit, bah tu vois, j'ai vu le film après en salle au festival, et je lui ai dit, ah ça y est, là je comprends ton film, mais je ne le comprenais pas avant. Donc ça peut, je pense que ça peut arriver, mais ces exemples-là sont quand même très très limités, parce qu'on est effectivement déjà dans un certain type de cinéma, mais je pourrais dire la même chose ça peut effectivement concerner, je pense que ça concerne des cinémas très nichés, c'est-à-dire je pense que ça ne concerne pas le cinéma mainstream narratif, principalement narratif, là. Mis à part quelques rares exemples, ça ne va pas concerner ce cinéma-là, sur l'enjeu de où on regarde le film par rapport au fait d'avoir à écrire un texte. Ça, pour moi, ça n'a aucune importance. Ça devient important dans des approches beaucoup plus soit nichées, soit comme par exemple le cas typique, le cinéma expérimental. Ou tout un pan du cinéma expérimental. C'est sûr que de voir, on parlait tantôt de rapport à la peinture, bah oui, de voir un film expérimental conçu, peint sur 16 mm, fait pour être représenté tel quel, etc. Si on le regarde sur un lien Vimeo réduit comme ça sur notre écran d'ordinateur, c'est sûr que là, les conditions ne sont peut-être pas toutes rassemblées pour apprécier l'œuvre et écrire le texte approprié, effectivement. Ça peut jouer. Mais pour le reste, je pense qu'il faut que les gens ça fait quand même assez longtemps qu'on est tous habitués à regarder sur de multiples plateformes, donc je peux quand même pas imaginer qu'il y a quelqu'un de nos jours qui soit pas capable d'apprécier ou de regarder un film. Mais comme vous tous, moi j'ai un grand nombre de films que j'adore dans la vie que j'ai pas forcément vu sur grand écran en fait. Ça arrive parfois là, mais pas tout le temps. Encore une petite question? Oui, dans le fond là-bas. Oui, bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, vous parliez du piège un peu de se renfermer dans une écriture assez académique, surtout quand on est étudiant et qu'on sort de l'université. Pardon. Du coup, je me demandais comment vous avez trouvé et affirmé votre style et comment vous vous êtes un peu assuré que les idées que vous aviez, tout ce que vous écriviez, ça venait vraiment de vous et pas de choses qu'on vous avait inculquées ou apprises. Bonne question. Je pense que ça s'est fait petit à petit, effectivement. Il y a peut-être deux éléments. Un, je crois que j'étais peu adapté déjà au départ à la vie académique. Et donc je pense que j'avais déjà une sorte de prédisposition d'un strict point de vue d'écriture pour quelque chose d'autre. Mais par contre, en fait, ça a pris un moment. Ce que je suis en train de dire, c'est comme un processus moi, que j'ai fait effectivement sur plusieurs années. Je pense que ce qu'on mentionnait au tout début, là, le premier texte écrit, je suis sûr que je le lirai actuellement et je me dirais « Oh là là, ok, t'avais lu un tel, t'as plaqué ta grille d'analyse sur ces œuvres-là et ça donne quelque chose qui est peut-être un peu plus académique que réellement de la grande critique. Je pense que c'est probablement comme ça que je le percevrai. Mais après, ça a été petit à petit, mais je pense que ce qui a aidé, c'était que déjà à l'époque, mon écriture était comme pas super adaptée à l'université tant que ça. Pas parce qu'elle est particulièrement littéraire, hein, je ne la considère pas d'une grande valeur littéraire, mais disons que c'était plus le formatage que j'avais plus de difficultés à intégrer, mais aussi parce que c'est relié au fait que j'ai toujours été obsédé par les détails. Ça a toujours été une... donc pour moi, il y avait une facilité, je pense que c'est le truc le plus...
plus on s'intéresse aux détails et plus on va naturellement progresser là-dedans en se laissant ouvrir aux œuvres et en se détachant un peu de nos préconceptions. Et comme les détails m'obsèdent, je l'ai fait progressivement. Mais au départ, même si les détails m'obsédaient, j'en parlais pas. Donc c'est pas venu, c'est pas venu du jour au lendemain. Là, c'est vraiment au fur et à mesure. T'écris un texte, t'es pas content de ce texte. Finalement, t'écris un autre texte, toujours pas content de ce texte. Finalement, tu te dis bon, qu'est-ce qui va pas dans ces différents textes. Et progressivement, tu finis par évoluer à ce niveau-là. Et puis après, c'est aussi une question de pratique, c'est une question de frapper quelques murs, c'est une question de... mais oui, je pense qu'au départ, j'étais aussi, pas tant au niveau de l'écriture, encore une fois, mais je pense qu'au niveau, par contre, de l'influence de certains théoriciens, j'étais beaucoup dans la lecture de Barthes et de Cavell et des choses comme ça. C'est sûr que ça m'a influencé beaucoup dans ce que j'étais en train d'écrire probablement au début. Là. Alors que maintenant, j'essaie de me débarrasser de tout ça, j'essaie de m'intéresser à un lacet de chaussures. C'est rendu ça mon truc, c'est s'intéresser à un lacet de chaussures tout en sachant que tout le bagage à la fois personnel et culturel, il reste en nous. Donc finalement, pour parler de ce lacet de chaussures, on va finir naturellement par réintégrer tout ça. Mais le point de départ est complètement inversé. Super. Dernière question peut-être? Oui. Il y en avait deux. D'abord, merci pour venir ici. C'était une conversation super. Et ma question est, vous avez dit qu'il y a des fois que c'est meilleur de nous dire que c'est pas peut-être ma critique, ça, je suis pas la personne pour le faire parce que je suis trop loin du sujet, parce que je ne la connais bien sur les péruviens pour parler d'un documentaire expérimental. Mais au cas contraire, est-ce que tu penses que quand nous sommes peut-être tout proches des sujets, quand les sujets sont trop personnels pour nous, est-ce que nous sommes la personne pour la faire ou pas? La question est intéressante parce que dans les deux cas, il peut y avoir des fausses pistes en fait. Dans le sens où, quand je mentionnais cette idée de si on connaît absolument rien sur le sujet qui est représenté dans le film, on n'est peut-être pas la bonne personne pour écrire là-dessus. Je pense que là où il faut nuancer, c'est que là je parle spécifiquement dans ce cas-ci par exemple, d'un film qui n'aurait aucun intérêt particulier au niveau de la forme, qui serait vraiment un film à sujet là, sur telle chose. Dans ces cas-là, oui, effectivement, vaudrait mieux avoir un bagage sur la chose en question pour être capable de dialoguer avec, parce que sinon il n'y aura pas de dialogue, il y aura juste de la Mais par contre, si par exemple cet exemple abstrait de film sur une communauté péruvienne existait, si le film est un essai poétique sur la dite communauté et que ce film-là, la personne ne connaît rien à cette communauté, mais par contre a été complètement happée par le travail sonore du film, par justement son travail cinématographique, je veux dire, c'est parfait. Dans ces cas-là, il y a une piste à ce niveau-là. Et puis, de la même façon que cette idée du trop loin, trop proche, effectivement, je veux dire, si on est une personne qui connaît trop tel sujet, est-on la bonne personne pour écrire dessus? Oui, si on en est conscient, en fait. Je pense que si... Je pense peut-être que c'est pas seulement avoir la connaissance, mais je parle, pour donner un exemple, oui. Quand je fais la critique sur le film Blonde de Marilyn Monroe, je suis une personne que j'ai déjà été harassée au milieu audiovisuel, donc quand je fais la critique, j'étais trop dans ce sentiment. Quand je la vois, peut-être que je ne suis pas... Bien sûr qu'il n'y a pas une objectivité, c'est toujours subjectif, mais peut-être que je me ressens maintenant que je ne suis pas peut-être la meilleure personne pour le faire, parce que j'ai déjà passé pour ça. Ou peut-être que ça rend ma critique plus forte, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis objective ou si je ne dois pas être subjective dans ces cas.
Je comprends. La critique, de toute façon, la critique est toujours subjective, quoi qu'il arrive. Et je pense que la question par rapport à un cas précis comme celui-ci, là, voilà, je viens de voir un film, dans ce film, il se déroule des choses que j'ai vécues dans ma propre vie, ça crée quelque chose de vraiment très, très... la question à se poser, c'est davantage, et c'est dans toutes les critiques, c'est arriver à trouver cette ligne entre écrire quelque chose de très personnel, mais en même temps qui dépasse soi. Parce que la critique ne peut pas être sur soi, la critique ne peut pas être... parce qu'encore une fois, si on n'arrive pas à dépasser notre propre perception pour justement atteindre cette rencontre, ça ne fonctionne pas. Donc ça ne veut pas dire que... Parce qu'avoir vécu, voir un film qui montre des expériences qu'on a soi-même vécues, je veux dire, de les avoir soi-même vécues peut être au contraire extrêmement fort à intégrer dans une critique. Après, si la critique utilise cet aspect-là pour aller aussi ailleurs et pour dépasser cet élément-là, parce que sinon après c'est plus... Si ça ne le dépasse pas, c'est plus une critique. À ce moment-là, ça relève davantage presque du témoignage ou du... donc je pense que ça peut... effectivement, ça peut être très pertinent. Ça dépend vraiment de voir ce que ça génère sur le plan de l'écriture aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Parce que c'est sûr que quelqu'un va réagir différemment sur tel ou tel film. Je veux dire, une femme qui s'est déjà faite agresser ne réagit pas de la même façon en regardant Blonde, qui est l'exemple que tu prenais, que quelqu'un qui est complètement extérieur, pas dans sa vie, qui n'a absolument jamais été confronté à ça. Mais de la même façon que si on prend des cas moins, qu'on va dire, moins douloureux et problématiques, je veux dire tout simplement, des parents ne regardent pas de la même façon un film où il y a des drames familiaux que des gens qui ne sont pas parents. Donc, est-ce que, encore une fois, je pense que le truc, c'est est-ce qu'on arrive à s'en nourrir pour... c'est une question que je m'étais posée aussi une fois, tu vois, par exemple, cette idée de... je m'étais posé cette question-là quand j'avais vu, alors là, j'ai aucun rapport avec ton exemple, c'est quand j'avais vu le First Man, le film biopic de Neil Armstrong avec Ryan Gosling. Que presque pas grand monde ont vu en fait. Ce film-là est quand même passé pas mal inaperçu étrangement, même si c'était le film de Damien Chazelle là, qui suivait La La Land, et qui est foncièrement un film sur un couple et un père qui ne peut pas se remettre de la deuil de la mort de son enfant. C'est littéralement le sujet du film. J'ai braillé ma vie pendant des heures. Là, genre, c'est un film qui vraiment... Je l'aurais vu à 17 ans. Pas certain que j'aurais eu le même rapport très très personnel à ce film-là. Mais c'est bien évident que si j'écrivais dessus, j'écrirais pas sur mon expérience à moi de papa. Enfin, ça peut pas être ça. Mais certainement, ça nourrit une réflexion plus large. Cet éternel enjeu de la critique, en fait, ce que tu mentionnes synthétise toute la complexité de la critique, qui est comment j'arrive à trouver cette ligne entre il faut que ce soit très personnel pour que ce soit singulier, parce que je pense que une bonne critique à la base, c'est une critique qui n'aurait pu être écrite par personne d'autre que toi, quelle que soit la critique. Et ça, c'est le truc qu'il faut jamais oublier, que personne d'autre que toi aurait pu écrire cette critique-là. Déjà à la base, c'est une bonne idée, et c'est une bonne critique. Et ensuite, là-dedans, c'est d'arriver à trouver cette ligne entre d'écrire ton expérience et élargir cette expérience à des réflexions plus larges pour que ça ne soit pas juste un témoignage. Parce que parfois, c'est justement ce qu'on peut voir soit sur les réseaux sociaux ou il y en a beaucoup des témoignages pas juste Facebook, mais même sur Letterboxd, le réseau social. Il y en a qui l'utilisent quasiment comme journal intime, etc. Et par moment, il y a des entrées sur ces réseaux sociaux qui justement relèvent strictement du journal intime, qui sont vraiment uniquement une description très très personnelle, et d'autres où on sent que, ah tiens, là il y a le début d'une amorce de ce qui pourrait être une critique.
il y a le mélange des deux dans ces espaces-là. C'est intéressant à observer. Letterboxd, ça c'est sûr. Ah, il y a tout et n'importe quoi sur Letterboxd, ouais. Ça c'est... Ouais. Mais on pourra continuer d'en parler ensemble, mais en tout cas, merci énormément, Bruno, de la richesse de tes réponses, de nous faire entrer dans ton monde aussi de la critique. Et merci à vous d'avoir été là, d'avoir posé toutes ces belles questions. Et si vous voulez rester pour qu'on discute, tout est possible. Donc, merci et on se retrouve.